Chers amis, je vous propose que nous commencions pour à la fois respecter l'horaire et aussi je vous propose donc que nous fixions une séance de 2 heures, nos différents intervenants ayant aussi un certain nombre de contraintes horaires. J'ai cru comprendre que certains ne devaient pas prendre le bateau mais le train ou je ne sais quoi d'autre. Donc je vous propose que nous commencions. Chers collègues, mesdames, messieurs, nous voici réunis aujourd'hui pour une table ronde consacrée à la situation des ports en France. Je vous prie d'abord de bien vouloir excuser Madame la Présidente Barbara Pompili, qui est présidente de notre commission, qui entend que membres du comité des infrastructures étaient entendus pour la remise des conclusions des fameuses assises de la mobilité. L'organisation de cette table ronde doit beaucoup à mes deux collègues que je tiens à remercier, Sophie Panonacle et Sophie Oconi, qui ont la responsabilité du rapport sur l'application de la loi du 20 juin 2016 pour l'économie bleue, rapport qui devrait être présenté à la Commission mercredi prochain. Nous accueillons aujourd'hui des représentants de l'ensemble de l'économie portuaire de notre pays. Je les remercie, en notre nom à tous, d'avoir accepté de participer à cette table ronde permettant de faire le point sur la situation des ports en 1 an et demi après l'adoption de la loi sur l'économie bleue. Je rappelle que cette loi est issue d'un travail parlementaire approfondi mené sous la précédente législature au sein de la commission développement durable à partir d'une proposition de loi déposée par M. Arnaud Leroy. Ce travail parlementaire était issu d'un constat. Bien que grande puissance maritime, la France souffrait d'une détérioration de la compétitivité et de l'attractivité de son pavillon. La loi sur l'économie bleue avait ainsi pour principal objet de mettre en place des politiques de soutien à la flotte de commerce et à l'emploi maritime français. Les intervenants de cette table ronde vont pouvoir nous dire si cet objectif a, selon eux, été atteint. La présentation du rapport d'application de mes deux collègues, donc Panonacle et Oconi, la semaine prochaine, permettra ensuite d'apporter une réponse plus synthétique. En qualité de président de cette table ronde, il me convient d'organiser aussi un petit peu les débats et donc je vous propose que, afin que nos discussions puissent avoir lieu dans de bonnes conditions, que d'abord nous donnions la parole aux deux rapporteurs qui vont intervenir de manière croisée, se donnant la parole l'une l'autre, pour une présentation d'environ 5 à 10 minutes. Et après, chaque intervenant ici présent pourra aussi prendre la parole dans un temps de 5 minutes maximum. Ensuite, chaque porte-parole des groupes qui le souhaite aura droit à une intervention de 3 minutes pour interroger les différents intervenants. Et nous terminerons, comme de coutume, par une série de questions dans le temps qui nous sera imparti. Je vous remercie de votre attention et je donne sans plus tarder la parole à mes deux collègues. Merci. Merci, Monsieur le Président. Je connais un certain nombre de personnes autour de cette table, d'autres moins, donc bienvenue à tous. Élu d'une circonscription littorale, celle du bassin d'Arcachon, je reconnais volontiers que nous ne disposons pas d'un grand port maritime, mais je souhaite ici rappeler que le port de plaisance d'Arcachon accueille plus de 2600 places. Je n'oublie pas l'importance également des ports communaux du Cap Ferré à la Teste en passant par Andernos pour valoriser notre attractivité touristique. Par ailleurs, notre port de pêche, avec sa trentaine de chalutiers et de fileyeurs, sa dizaine de vedettes côtières et sacriers, porte ensemble une activité économique non négligeable. Je vous prie de bien vouloir excuser cette introduction un peu chauvine. Je dois vous avouer que depuis le début de cette mission d'évaluation de l'application de la loi économie bleue, j'ai trouvé un intérêt croissant aux questions posées par les ports dont les enjeux paraissent aujourd'hui cruciaux. Présente aux assises de l'économie de la mer au Havre le 22 novembre dernier, j'ai bien entendu les annonces du Premier ministre. Édouard Philippe a fixé la stratégie portuaire autour de 3 axes. Le premier, la complémentarité. Le deuxième axe, celui de la compétitivité. Et le troisième, l'amélioration de la fluidité du passage portuaire. Il a aussi annoncé la mise en place de 2 structures administratives liées aux questions du désenclavement du grand port maritime du Havre et de l'axe méditerranéen. Nous aurons l'occasion d'évoquer ces questions au cours de nos débats, donc dans quelques instants.
Je souhaite saluer la présence de la délégation interministérielle au développement de la vallée de la Seine qui suit nos travaux, même si le préfet Philizot n'a pu être parmi nous puisqu'il préside en ce moment même une réunion sur le sujet. Et à titre personnel, je regrette vivement que les industriels intéressés par les questions du rejet des sédiments de dragage ne soient pas présents alors qu'une société a été conviée. J'espère cependant que nous arriverons tout de même à faire le point sur l'article 85 de la loi. S'il en était besoin, l'intérêt pour l'avenir de nos ports est confirmé ce soir par votre présence très large et je vous souhaite à tous une nouvelle fois la bienvenue. Bonjour à tous. Pour ce qui me concerne, je ne suis pas une élue, l'élue d'une circonscription du littoral, mais je suis première vice-présidente du Comité national de l'eau. Je suis gouverneure au Conseil mondial de l'eau. Je baigne donc dans l'eau, même si je suis de l'Indre-et-Loire. Et je tiens à excuser le port de lunettes fumées, mais j'ai subi une opération oculaire et la lumière me gêne. Voilà, pardonnez-moi parce qu'on ne voit pas mes yeux. La situation portuaire, la question du désenclavement du grand port maritime du Havre, du développement du trafic transmanche, compte tenu du Brexit, mais aussi des questions plus matérielles, comme celle de la mise en place toujours retardée d'une responsabilité élargie du producteur pour l'enlèvement des épaves de navires dans les ports, les fleuves, comme dans les jardins des particuliers, ne peuvent que susciter l'intérêt et notre intérêt. J'ai beaucoup de plaisir à vous accueillir pour ce rapport à deux voix. D'un commun accord, il nous semblait utile de faire un point d'ensemble sur la situation portuaire en votre présence, au terme d'une série d'auditions riches, même si la loi traite de très nombreux autres sujets. En effet, la situation portuaire est préoccupante. La loi n'aborde pas frontalement la question économique, mais son titre premier place le renforcement de la compétitivité comme l'objet même du texte, et le chapitre 2 situe dans ce cadre les dispositions qui portent principalement sur la gouvernance. Pour autant, le constat est facile à dresser, et je prends 4 données parlantes parmi d'autres. La France a régressé en termes de pavillon commercial à la 31e place mondiale. Le rapport Fourneron-Revet de juillet 2016 souligne que en 2015, la situation s'est fortement dégradée pour les ports français, puisque Rotterdam les dépasse de 40% et qu'Anvers représente 62% de leur activité. La part de marché en trafic conteneur par rapport aux ports de la rangée nord est passée de 9% en 1990 à 6% en 2015. Troisième point, les 6 principaux terminaux et 13 des 20 premiers ports à conteneurs au monde sont situés en Asie. Seul en Europe figurait parmi les 20 premiers ports à conteneurs Rotterdam au 7e rang, Hambourg au 8e rang, Anvers au 12e et Le Havre est 31e. Et enfin, l'enveloppe annuelle dédiée au dragage à Anvers s'est élevée en moyenne à 204,5 millions d'euros pour la période 2009-2014, intégralement financée par la région. Comment donc mettre un terme à cette spirale qu'on ne constate pas, par exemple, en matière de nautisme ? Alors j'ajouterais, pour lancer le débat sur le désenclavement, que 85% de l'acheminement du trafic du port du Havre et 71% pour celui de Rouen se font par route, ce qui conduit évidemment à un bilan environnemental lourd dont nul ne peut se satisfaire, notamment au lendemain du One Planet Summit. J'ajoute également, pour dire à quel point la préservation de l'emploi français est nécessaire, que le nombre des marins diminue, et ce n'est pas à vous que je l'apprendrai. En 1950, il y avait 118 000 actifs. En 1980, ils étaient 58 000. Aujourd'hui, ils sont environ 30 000. En 1982, on comptait 13 000 dockers. Il y en a environ 3 200 aujourd'hui, dont 2 000 au port du Havre, selon l'INSEE, qui constate que le port du Havre a perdu près de 2 000 emplois entre 2011 et 2014. On ne peut donc que partager l'approche du Premier ministre. Il faut bouger, vite, et pas qu'un peu, parce que sans port puissant, pas de puissance maritime. Pas d'industrie portuaire, pas d'emploi, pas d'avenir pour Le Havre, Marseille, Dunkerque. Pas de France dans la mondialisation. Notre table ronde devra donc aborder les questions dans l'ordre. Nous vous proposons donc, à partir du questionnaire qui vous a été envoyé, de vous entendre sur 4 thèmes
si possible sans déborder d'un thème à l'autre dans vos interventions. Donc les 4 thèmes sont la gouvernance et les aspects humains, la question du dragage avec une seule question, les grands ports maritimes seront-ils prêts en 2025 ou les obstacles seront-ils dirimants? Troisième question, celle du désenclavement du port du Havre et du développement de l'axe Seine. Et enfin, last but not least, la question de nature juridique des conventions de terminal suite à la décision du Conseil d'État du 17 février 2017 qui a retenu la qualification de concession, avec ce que cela entraîne comme distinction dans la dévolution des biens affectés à l'exploitation entre biens de retour et biens de reprise, donc rachetables par le port. Je pourrais la redire si c'était un petit peu long. Je vous laisse la parole. Très bien, donc on va donc aborder le premier thème. On va laisser nos invités répondre. Il n'y a pas forcément de préséance, donc on vous laisse aborder. Je donnerai la parole à ceux qui la demanderont. Qui commence? Qui commence? C'est un sujet passionnant, la question humaine. Voilà, c'est parti. Christian de Tinguy, président de l'UNIM. Nous avons effectivement soutenu les travaux avec Arnaud Leroy pour la mise en place d'une commission des investissements publics-privés, paritaire public-privé, pour que les investisseurs, qu'ils soient publics ou privés dans les ports, puissent participer aux décisions importantes d'intérêt général et surtout d'infrastructures d'intérêt général dans les ports. Donc il y a eu de nombreux débats et ça s'est traduit par, effectivement, dans le chapitre 2 sur la gouvernance, l'article 23, qui a modifié la composition, finalement, du Conseil de développement en créant, au sein du Conseil de développement, une commission des investissements publics-privés. Alors cette commission, je dirais, n'est que consultative, hein, c'était le fruit des débats, elle n'est que consultative, mais c'est normalement le lieu au sein du Conseil de développement où certains projets dans chaque port pourraient être développés au-delà, évidemment, d'un certain seuil en termes de montant d'investissement, de telle façon à ce que chacun puisse donner son avis, aussi bien, encore une fois, public que privé, donc aussi bien les collectivités locales que l'État, que le port et les investisseurs privés, quels qu'ils soient, sur le domaine portuaire du port considéré. Donc la loi est passée, effectivement. Le décret concernant la mise en application de cet article 23 et de la commission d'investissement est sorti de mémoire en mars. Là, j'ai plus la date en tête, mais c'est à peu près ça. Et nous, à l'UNIM, nous constatons, donc, mi-décembre de la même année, que seuls 2 des 7 grands ports maritimes ont nommé les membres de cette commission des investissements au sein des conseils de développement. Alors, nommer les membres, ça ne veut pas dire que la commission s'est tenue. Il n'y avait peut-être pas l'objet, d'ailleurs, de tenir la commission, mais au moins, ces commissions sont prêtes à bondir au cas où il y aurait un sujet à discuter. Donc voilà, nous souhaitions quand même vous rappeler que les décrets avaient déjà mis du temps à sortir, mais même une fois sortis, ces commissions des investissements ont du mal à se mettre en place, puisque seulement deux des 7 ports, en l'occurrence c'est le grand port maritime de La Rochelle d'abord, et puis le grand port maritime de Nantes-Saint-Nazaire, ont listé les membres aussi bien publics que privés de ces commissions. Un autre intervenant sur cette question. Oui, alors, avant de revenir sur cette question, Hervé Martel, président de l'Union des ports de France et directeur du port du Havre. 2 dispositions dans la loi sur l'économie bleue concernant la gouvernance. La première, c'était le renforcement du poids de la région ou des régions dans la gouvernance des ports, avec l'ajout d'un second administrateur, donc ça a évidemment été fait, et la participation, j'allais dire statutaire, d'un des représentants de la région au comité d'audit des ports, et donc ça c'est effectivement en place. Et ça a été mis en place aussi rapidement que permis par les délibérations des collectivités concernées. S'agissant de la commission des investissements privés, alors formellement, Christian de Tinguy a raison, elle est installée ou composée dans 2 ports. S'agissant, pour ce que je connais, peut-être que mon délégué général Bernard Mazuel pourra faire un point plus général sur les autres ports, je ne l'ai pas en tête. Pour ce qui est du port du Havre, nous envisageons de la saisir
au début du mois de février. Donc même si elle n'est pas constituée, tout le travail préalable a été fait avec Madame la préfète de Normandie pour élargir la composition du conseil de développement en vue de nommer ses membres de la future commission des investisseurs privés. Les différents seuils qui relèvent d'une décision du conseil de surveillance et du directoire du port du Havre ont été fixés. Reste simplement aujourd'hui à prendre une décision par le président du conseil de développement pour fixer cette composition, mais qui a déjà fait l'objet d'échanges au sein du conseil de développement. Donc on connaît entre nous cette composition, et donc elle est opérationnelle dès qu'on en aura besoin, c'est-à-dire dès que nous serons en mesure de saisir cette commission sur des décisions d'investissement. Et ça va arriver pour certains d'entre nous au prochain semestre, au premier semestre de l'année 2018, puisque nous entrons dans la période où, à la fois dans le cadre de la revoyure des contrats de plan État-région et dans le cadre de la loi de programmation qui a été annoncée par la ministre des Transports, les décisions sur les investissements vont intervenir au courant du premier semestre. Donc je crois qu'on peut prévoir que ces commissions dans nos différents ports vont entrer en phase opérationnelle dans les mois qui viennent, probablement au courant de l'année prochaine. S'agissant des aspects un peu prospectifs, je ne sais pas si on doit limiter, mais sur les annonces du Premier ministre en matière de gouvernance, beaucoup de choses également. Il a d'abord réaffirmé, vous l'avez entendu comme moi, la prééminence de l'État dans les systèmes portuaires de l'axe Seine, de Marseille et de Dunkerque, des Hauts-de-France. Il a missionné 2 délégués interministériels et un préfet de région pour travailler à une réflexion, pour qu'il lui remette un rapport sur une réflexion sur l'évolution de la gouvernance de ces systèmes portuaires, avec la volonté d'intégrer sur chaque territoire les systèmes portuaires au-delà de chacun des établissements publics portuaires actuels. Il a ouvert la porte à un dialogue avec les collectivités territoriales pour d'autres ports, pour les autres ports métropolitains. Voilà les choses qui ont été mises en perspective. Et puis, last but not least, sujet fondamental pour nous, il a clairement posé la question du modèle économique, avec ce qu'il a appelé l'effet ciseau entre des recettes qui diminuent liées à la baisse de nos trafics historiques sur les produits énergétiques, notamment le pétrole, et l'augmentation de la fiscalité, qui met en péril le modèle économique des ports. Et donc, il a bien annoncé que le gouvernement se saisissait de cette question dans les mois qui viennent. Voilà, donc beaucoup d'éléments mis en perspective pour, à court terme, avancer sur les questions de gouvernance de nos ports. Pour nous, cette commission est constituée. L'ensemble des membres ont été arrêtés lors de la dernière séance du Conseil de développement. Donc il est probable effectivement qu'elle sera saisie dans le courant de l'année 2018 en fonction des seuils qui ont été fixés. Donc pas de commentaires supplémentaires à faire sur ce sujet. Monsieur Aubois. Oui, Tony Aubois, secrétaire général de la Fédération nationale des ports et docks CGT. Sur le premier point concernant la gouvernance, on ne vous cache pas au niveau de la fédération notre surprise après la mise en place de la loi du 4 juillet 2008 qui avait déjà modifié la gouvernance des ports autonomes en GPM avec des nouvelles instances que sont les conseils de surveillance et les conseils de développement. Notre surprise de voir dans le cadre de la loi sur l'économie bleue, de voir introduire une nouvelle commission sur les investissements. Alors, encore une fois, notre intervention, c'est pas tant sur le fond. Nous, on estime qu'on n'a pas eu assez de débats ou on n'a pas été forcément interpellé pour pouvoir juger de la pertinence ou pas de cette commission. Pourquoi pas. Ce qui nous pose, nous, souci, c'est de constater qu'on rajoute de nouveau une commission sans avoir fait une analyse déjà de la loi du 4 juillet 2008 pour voir si effectivement il y avait déjà des nouveaux conseils qui étaient déjà pertinents. Et donc on introduit une nouvelle commission des investissements dont on se demande encore quelle est l'utilité, quel est le fonctionnement, qu'est-ce qui est recherché derrière. Et ce qui nous déplaît davantage, c'est qu'il est prévu une présence dans les conseils de surveillance et de développement
des grands ports maritimes une présence syndicale, alors que dans les commissions des investissements, il n'a pas été prévu qu'on puisse être associé, alors qu'il nous semble quand même que la question des investissements est une question centrale. On a eu l'occasion d'élaborer plusieurs documents en 2011 et un plus récemment en avril dernier, où on pointe cette question qui est très importante, et on partage ce qui a été présenté par les différents rapporteurs sur cette question-là, quand on compare avec les ports du Range Nord, où effectivement on considère qu'une des problématiques des ports français, c'est que le niveau d'investissement n'est pas tout à fait équivalent à ce qui peut être procédé dans les ports du port du Range Nord. Donc la question et la mise en place d'une commission des investissements, pour nous c'est quelque chose d'essentiel, et on regrette et on est toujours demandeur, voilà, que ce soit le président du gouvernement ou que ce soit celui qui vient de se mettre en place, de pouvoir être présent à ces commissions sur les investissements. Donc vous comprendrez d'autant plus que nous sommes plutôt surpris par les annonces du Premier ministre lors des assises de la mer, qui nous explique qu'il faut de nouveau revoir la gouvernance des ports après si peu d'années de mise en place de la loi du 4 juillet 2008, sans avoir fait aucune analyse au préalable, et puis sans avoir forcément ou nécessairement échangé et dialogué avec les différentes professions portuaires, de pouvoir juger si oui ou non il y a une nécessité d'une modification. Ça, c'est pour la question de la gouvernance. On va faire très court. Vous faites le lien avec l'aspect humain. On voit pas bien, même si pour nous, c'est assez important. Et donc, on va juste profiter, mais ça, c'est juste pour une question de précision, préciser que dans les ports, il n'y a pas que des dockers. On le dit parce qu'on représente une multitude de professions. Il y a à peu près 12 000 travailleurs dans les ports. Et sur 12 000 travailleurs portuaires, il y a à peu près 4 150 dockers aujourd'hui. Voilà, ça c'est pour être précis. Et puis on va juste, et encore une fois, c'est pas pour faire polémique, l'histoire elle a été écrite comme ça, et loin de notre idée de remettre en cause ce qui s'est fait, même si on ne l'approuvait pas, on est quand même passé de 12 000 dockers au début des années 80, effectivement, à aujourd'hui 4 100, mais parce qu'au passage, il y a une réforme de 92 qui a supprimé de moitié l'effectif des dockers. Sur cette question-là, est-ce qu'il y a d'autres interventions? Pardon, peut-être une précision, Christian de Tinguy à nouveau, une précision concernant le port de la Réunion. Un de nos collègues du port de la Réunion nous signale que la commission des investissements n'a pas pu se réunir parce que le seuil qui a été fixé pour les investissements, enfin plutôt pour les investissements réalisés par les investisseurs, est tel qu'il n'y a pas de membres. Puisqu'il y a deux seuils. Il y a le seuil pour être membre, il faut avoir réalisé un certain volume d'investissement sur le port, et il y a un autre seuil qui est celui des investissements qui sont sujets à l'étude de la commission des investissements. Et apparemment, à La Réunion, le seuil pour les investisseurs est tel qu'il n'y a pas de membres concernés. Voilà. À vérifier, c'est une information que je viens d'avoir récemment. C'est ça, donc vous répondez en partie à la question qu'on se posait sur l'utilité du comité d'audit qui émane totalement du conseil de surveillance. C'est l'article 20 de la gouvernance des ports, y compris pour la détermination de ses compétences. Et donc, comment peut-il être indépendant? C'est une question que je me posais. Vous avez répondu en partie à cette question. Est-ce que d'autres personnes veulent répondre à ce questionnement que nous avons? Bon. Juste d'un mot, je crois que l'idée, c'est de rapprocher le plus possible la gouvernance des établissements publics que sont les grands ports maritimes d'une gouvernance d'entreprise. Et donc, avoir un conseil de surveillance et donc un comité d'audit qui fonctionne exactement comme il fonctionne dans des entreprises de statut privé, qui soit en fait le garant d'une bonne gestion, une émanation du conseil de surveillance, et qui soit le garant d'une bonne gestion par le directoire de l'entreprise. Je crois qu'il y a sur ce point pas de différence majeure entre ce que l'on trouve dans le secteur privé et ce qui a été instauré dans ces établissements publics portuaires. C'était ça l'esprit. Je propose que l'on aborde la deuxième question, je vous la rappelle. La question du dragage, avec donc cette précision. Est-ce que les GPM seront-ils prêts en 2025 ou les obstacles seront-ils dirimants?
Donc, Marc Sandrin, sous-directeur des ports à la Direction générale des transports, de l'infrastructure et de la mer. Donc c'est un sujet, effectivement, la loi prévoit qu'un décret doit définir dans quelles conditions il sera interdit de clapper, c'est-à-dire de rejeter en mer des sédiments de dragage pollués à partir du 1er janvier 2025. Donc l'enjeu est extrêmement fort dans ces 3 dimensions. Première dimension, c'est préserver la qualité des estuaires et des zones juste à l'extérieur des ports. Et Dieu sait que c'est un enjeu fondamental, vu que les ports sont globalement dans des zones de biodiversité, Natura 2000 et notamment. Premier enjeu. Deuxième enjeu, avoir une équation économique qui permette aux ports de continuer à contribuer à l'économie nationale. Il faut savoir qu'aujourd'hui, dans l'état actuel des dragages, c'est environ 100 millions d'euros par an qui est dépensé par l'ensemble des ports français pour assurer la circulation des navires qui rentrent et qui sortent des ports. Et sans ces ports-là, ce serait nécessairement le commerce extérieur français devrait passer par les ports étrangers. On a parlé de Anvers tout à l'heure. Et à ce moment-là, ce serait une pénalisation pour l'économie française, pour les exportateurs français en particulier, qui serait doublée par leurs concurrents plus proches des ports étrangers. Donc il y a un enjeu économique majeur. Sachant que dans ces ports étrangers, vous l'avez rappelé, le financement est assuré par la puissance publique. Région, État, ça dépend des ports, mais c'est systématiquement le cas. Et c'est un enjeu, le Premier ministre l'a dit clairement lors du comité interministériel de la mer, que c'est un point d'analyse, car aujourd'hui, la couverture par l'État n'est pas complète. Troisième volet, si on ne met pas ces sédiments, donc il faut les draguer, et c'est grosso modo 30 millions de mètres cubes par an, l'un dans l'autre sur l'ensemble des ports. Donc c'est énorme, vous voyez la montagne que ça représente. À Arcachon, vous voyez, on ne voit pas... Pardon, donc, si on devait considérer qu'il ne faut rien rejeter en mer, mais je vais y revenir, il faudrait les stocker à terre. Et à ce moment-là, la problématique est que ça nécessite une filière de retraitement, et vous l'avez souligné, elle est aujourd'hui un peu petite, elle existe un peu dans certains cas, mais elle est petite, et c'est un sujet important en termes de faisabilité technico-économique, en termes d'acceptabilité sociale. Ça fait peur, des produits pollués, pas dans mon jardin, comme on dit en anglais, not in my backyard. Et en même temps, ces sédiments, ils concourent à l'équilibre sédimentaire. C'est-à-dire qu'effectivement, vouloir les enlever, ces 30 millions de mètres cubes, ce serait probablement pire que de laisser au moins l'essentiel, pour des questions d'érosion. Donc effectivement, nous sommes en train de mener, avec les différents services de l'administration concernés, une étude technique pour trouver le bon équilibre, pour proposer un bon équilibre, qui fera l'objet, bien évidemment, d'une concertation. L'idéal est que l'on puisse mener cette concertation d'ici 1 an ou 2, le temps d'avoir vraiment mûri le sujet, et Dieu sait que c'est compliqué. Une étude va être lancée. Et ensuite, donc prévoir sur un long temps de concertation et idéalement être en mesure de proposer ce décret 2 ans avant le gong du 1er janvier 2025, de façon à ce que pour la partie de sédiments qui devra effectivement être traitée à terre, il y ait bien que les privés aient le temps d'installer la filière de retraitement. Donc effectivement, 2025, c'est loin, et en même temps, il faut travailler dès maintenant, c'est ce que les administrations ont entamé. Merci. Monsieur qui n'a pas encore parlé. Merci Frédéric Moncani de Saint-Aignan, président du cluster maritime français. Effectivement, c'est un sujet majeur et qui nous préoccupe beaucoup. D'abord, et Marc Sandrin vient de le dire, effectivement, il y a une filière économique à créer qui, pour l'instant, n'est pas constituée et qui, en tout cas, n'est pas en capacité de recevoir le tonnage ou le volume qui sera défini. Et donc ça, j'en avais d'ailleurs beaucoup parlé avec Arnaud Leroy au moment de l'élaboration de sa loi, pour voir comment on pouvait s'organiser. Et j'en ai parlé encore aussi avec Jean-Pierre Chalut, justement, qui va intervenir. Donc il y a nécessité de s'organiser. En tout cas, le cluster fera son travail de liaison avec la direction des ports pour voir comment. Si le représentant n'est pas là, et je ne sais pas lequel vous avez contacté, mais c'est vrai que c'est un sujet sur lequel on a du mal à mobiliser parce que c'est 2025. 2025, c'est loin, mais c'est demain en termes d'organisation. Donc en tout cas là-dessus, évidemment, vous pouvez compter sur nous. Et il y a une vraie urgence. Juste un sujet incident.
sur le dragage, qui est, on en a parlé lorsque on s'était rencontrés, qui est la redevance d'archéologie préventive sur les travaux sous-marins. C'est un sujet qui justement est passé à l'Assemblée nationale la semaine dernière. Est passé, je dirais, vu de notre fenêtre, malheureusement. Là, il est au Sénat ces jours-ci, où je crois que c'est le 14 et le 15. Et donc, je crois que c'est vraiment un sujet sur lequel il faut porter grande attention, parce que si elle devait être appliquée de la façon dont elle est prévue par le PLFR 2017 version 2, eh bien, on alourdirait de manière très forte l'économie, enfin plus exactement les dépenses de dragage, et d'autres sujets comme les EMR, comme les câbles sous-marins, etc., qui sont eux aussi des sujets qui ont été mentionnés dans le discours du Premier ministre et qu'il faut accélérer. Et donc là, il y a quelque part, mettre un frein sur quelque chose qu'il faut accélérer, c'est toujours un peu plus difficile. Donc je voulais juste, là aussi, mais en incidente, c'est pas du dragage immédiatement sur la question de la loi Leroy, mais souligner ce point-là et vous alerter sur ce qui aura sans doute lieu dans une commission mixte paritaire. Merci. Oui, Jean-Pierre Chalut, donc président du directoire du Grand Port Maritime de Nantes-Saint-Nazaire, également président du groupe GEOD, qui est un groupe de réflexion entre les ports sur les questions de dragage, donc, et qui est un sujet extrêmement complexe et extrêmement diversifié. Alors, dans le fil de ce que évoquait Marc Sandrin tout à l'heure, il faut noter que ça ne concerne pas que les GPM. Ça concernera l'ensemble des structures, et effectivement avec des pratiques de dragage extrêmement diversifiées, alors soit en raisonnant par chantier, c'est-à-dire de manière ponctuelle au cours de l'année, soit de manière continue, comme c'est souvent le cas dans des estuaires de nature diversifiée. Donc c'est un sujet qui est extrêmement sensible. Je crois pouvoir dire que l'ensemble des ports, enfin grands ports maritimes avec lesquels nous avons échangé, voient ce sujet-là de manière positive et souhaitent s'investir sur cette question-là. On y voit également une opportunité. Aujourd'hui, les dragages, c'est une charge. Et la perspective du développement d'une filière de traitement et de valorisation est une opportunité qui n'est pas valable que pour ce qui est extérieur aux grands ports maritimes. Donc nous souhaitons être partie prenante de ces dispositions. Et ça a d'ailleurs fait l'objet d'un échange, j'allais dire un peu informel, au printemps 2016. Ça devait être mars ou avril 2016, j'ai plus exactement la date en tête, sous l'égide de Arnaud Leroy, qui a réuni de manière informelle un certain nombre de structures privées, de grands ports maritimes, de bureaux d'études scientifiques. Et on a pu voir la difficulté de ce sujet qui est extrêmement technique, et qui effectivement, la question des sédiments qui circulent dans les estuaires est d'abord un phénomène naturel. Donc il faudra garantir également, j'allais dire, ce fonctionnement de manière la plus fluide possible. Aujourd'hui, on assure un suivi extrêmement précis et rigoureux de l'ensemble de nos sédiments. Donc ce sujet, on le voit comme une opportunité. Il est technique sur le plan réglementaire également, puisqu'on voit que ça peut également faire intervenir des questions de réglementation à terre. Dès que l'on sort des sédiments de l'eau, ça devient un déchet au sens de la réglementation française. Donc ce n'est pas qu'une question portuaire, c'est également une question ou maritime, c'est également une question terrestre. Et sur cette question-là, on a, j'allais dire, plusieurs groupes de travail à animer, à la fois sur le plan scientifique, mais également sur le plan réglementaire. Donc cette question, on prévoit de s'y investir de manière lourde. Le temps me paraît extrêmement court pour être opérationnel au 1er janvier 2025, puisqu'il y a des questions techniques avec des suivis qui nécessitent d'être définis avec les services de l'État. Ça a été évoqué par Marc Sandrin tout à l'heure, mais c'est également des questions de matériel derrière. C'est-à-dire qu'il faudra peut-être faire évoluer nos pratiques et donc les matériels qui vont derrière, donc des investissements qui sont à prévoir. Donc il y a bien un modèle économique. Et nous, concernant, on le voit comme une opportunité avec une feuille de route qui me semble encore à bâtir dans un temps qui est extrêmement court. Merci. Monsieur Benetton. Oui, Niels Benetton, vice-président de l'UNIM et directeur général d'un groupe de manutention en France. La question de la compétitivité a été annoncée au départ comme un point important avec la complémentarité. Et la compétitivité de nos ports doit se comparer par rapport à ce qui se fait à côté. Et on peut parler de la Belgique, on parlait d'Anvers et de Rotterdam, la Zonara. Vous l'avez dit vous-même, ils ne payent pas le dragage, c'est la région qui paye. En tout cas, ce n'est pas la marchandise qui paye, c'est la collectivité qui paye. Et ce que disait Marc Sandrin est quelque chose d'important, parce que nous on le vit, on est plutôt présent sur des ports, nous ne sommes pas au Havre, nous sommes présents à Rouen, nous sommes
présents à Nantes, à Bordeaux, et c'est vrai que ce sont des ports qui servent un territoire. Nous avons des élus des territoires et qui ont besoin d'être dragués. Combien coûtent les routes en France? Combien coûte la rénovation de la SNCF? Qu'est-ce que représentent les frais de dragage, d'entretien qui permet de faire vivre des territoires et des industries? Et je crois que l'emploi généré par les ports est important. Donc derrière cette question de commission des investissements, l'idée c'est de voir qu'est-ce qui peut permettre de réaliser ces investissements s'il n'y a pas de dragage. Si les bateaux ne peuvent pas venir, les bateaux s'agrandissent, ça ne sert à rien de faire des investissements. Donc on doit traiter ce problème du dragage qui est un problème essentiel, vous l'aurez tous compris. Un aéroport a besoin d'avoir des pistes et la force de la France, c'est d'avoir 24 ports décentralisés, 7 grands ports maritimes, mais nous qui sommes aussi sur des ports décentralisés, ils ne doivent pas être les oubliés. Contrairement à la Belgique ou les Pays-Bas, la France est une façade maritime importante et ces ports décentralisés, ce sont peut-être les ports de demain, de la nouvelle économie, d'une économie circulaire, d'un cabotage qui permettra d'enlever les camions sur les routes. Donc ce cabotage est vraiment un point, ce dragage est une question importante. Vous parlerez tout à l'heure du deuxième condition d'investissement qui sera les conventions de terminal. C'est un vrai sujet, j'en vais pas en parler là puisque c'est le 4e point qui est un point essentiel. Et je parlerai enfin d'un dossier qui est la taxe foncière, qui n'a pas été mis dans les points évoqués, mais qu'en tant qu'opérateur, on considère comme essentiel, parce que nous qui sommes dans le privé, nous faisons le choix d'investir ou de ne pas investir, et pour avoir eu des cas de figure, chez nous et ailleurs, il y a des investissements que nous ne faisons pas, parce que la taxe foncière ne nous permet pas de les faire. Et si on compare par rapport à des ports belges, en fonction des investissements, le niveau de taxation n'a rien à voir. Et pour replacer ça dans l'histoire de notre pays, la France, à l'époque pas si lointaine de 2009-2010, lorsque ces grands ports s'appelaient ports autonomes, ils ne payaient pas la taxe foncière. Lorsque les ports, dans les années 2000, faisaient les magasins dans les années 90, les ports ont arrêté d'investir dans la superstructure, mais à l'époque, ils n'étaient pas taxés à la taxe foncière. Et aujourd'hui, on voit des contrôleurs zélés qui font leur travail, qui changent de méthode, qui vont dire il faut taxer sur la base industrielle et non pas sur la base commerciale. Donc on a un vent de charge potentiel qui commencent à arriver et qui peuvent mettre en péril une activité qui sert une industrie dans des territoires. Donc voilà un peu un point que je voulais rajouter au point du dragage. C'est bien de faire des investissements, de faire des commissions, mais encore faut-il que les investissements puissent se réaliser. Juste une question, vous parliez des ports autonomes qui ne payaient pas la taxe foncière. Aujourd'hui, qu'en est-il? Il y a toujours des ports autonomes. Je peux passer la parole à des représentants de l'UPF. Il y a des contentieux qui existent sur différents ports, des refus, des contestations. Aujourd'hui, le débat est en cours. Donc, la question n'est pas de dire qu'il ne faut pas payer la taxe foncière. Le monde change. À une époque, les ports autonomes ne la payaient pas. L'idée, c'est qu'elle soit compatible à la marchandise qui transite sur nos ports et qu'elle se fasse à des valeurs locatives. Je ne sais pas s'il y a beaucoup d'experts en taxe foncière, mais c'est une recette pour les collectivités locales. Donc les élus de la nation savent ce que ça représente dans leur collectivité locale. En tout cas, ce qu'il faut, c'est que sur les ports, elles soient sur des valeurs compatibles. On sait ce que vaut un magasin, une valeur locative, et on est capable de déterminer. Donc je pense qu'avec l'UPF, c'est un sujet qui est remonté au niveau de l'administration, puisque le Premier ministre en a parlé lui-même aux assises de la mer, je crois. En tout cas, j'ai vu une action, c'est peut-être l'action 10, et je crois qu'il faut s'y mobiliser, parce que ce qu'on voit être construit sur les ports, ce sont des hangars en toile. Ce n'est pas l'avenir de notre pays de construire des hangars en toile. Voilà. Très bien. Je vous propose qu'on passe à la question suivante. Et s'il faut, nous y reviendrons après, parce que comme ça, on aura aussi les interventions des groupes qui permettront sûrement de relancer le débat. Donc la troisième question était la question du désenclavement du port du Havre et du développement de l'axe Seine. Bon, je pense que je suis assez naturellement désigné pour intervenir sur cette question en tant que directeur du port du Havre. De quoi s'agit-il? Aujourd'hui, le port du Havre va traiter près de 3 millions de conteneurs cette année, 2,5 millions l'an passé, donc une forte progression, j'en profite pour le dire. Sur ces 2,5 millions de conteneurs l'an passé, à peu près 2 millions sont destinés à l'arrière-pays. Les autres conteneurs sont transbordés d'un navire sur un autre. Et donc sur ce trafic destiné à l'arrière-pays, à peine plus de 4% est acheminé par voie ferroviaire. C'est beaucoup trop peu. Et environ 10% est acheminé par voie fluviale. Ça veut dire que plus de 85% du trafic est acheminé par voie routière. Donc ça pose un problème environnemental, bien entendu. Ça pose un problème de compétitivité pour notre port, parce qu'au-delà de 400 ou 500 km, c'est par le train
que l'on atteint les marchés de façon compétitive en concurrence avec les ports du nord de l'Europe. Et donc c'est un sujet qui est au cœur des préoccupations du port du Havre et de ses tutelles d'ailleurs depuis assez longtemps. Qu'est-ce qui a été fait? Alors pour le transport fluvial, le marché pertinent, c'est l'Île-de-France. Au-delà, pas de rivière, pas de canaux, donc on est sur un marché fermé. On a connu une croissance assez forte depuis les années 80, milieu des années 90, et on est à peu près à 20% de part de marché sur cet axe Seine, transporté par barge. Donc c'est un niveau qui est finalement pas si faible que ça quand on regarde le marché pertinent, mais qui est encore trop faible. Et donc tout doit être fait pour développer l'activité du transport fluvial sur l'axe Seine, notamment la question de l'accès à Port 2000, du transfert des barges depuis les terminaux à conteneurs jusqu'à la Seine. Lorsque Port 2000 a été construit et livré il y a maintenant 10 ans, Port 2000 a été construit sans accès direct à la Seine. Donc c'est un vice initial. Et donc différentes solutions ont été trouvées et sont encore recherchées pour pallier à ce manque, je dirais, initial de l'infrastructure. Nous avons organisé, sous l'égide de la Commission nationale du débat public, et c'est en cours, une consultation, une large consultation publique pour déterminer la meilleure façon d'assurer l'accès des conteneurs destinés à des barges entre la rivière et les terminaux portuaires. Par ailleurs, toujours sur le secteur fluvial, deux sujets qui concernent également le transport ferroviaire, j'y viens après. Le premier sujet, c'est le sujet du modèle économique de ces opérateurs. Le Premier ministre a annoncé que le système que l'on appelle le système d'aide à la pince, c'est-à-dire une aide publique au transport combiné, fluvial et ferroviaire, ne disparaîtrait pas. Donc le système actuel arrive à son terme à la fin de l'année 2017, payé en 2018, et le Premier ministre a très clairement annoncé que le gouvernement mettrait en place, sous une forme qui reste à déterminer, un dispositif d'aide au transport ferroviaire et au transport fluvial. C'est indispensable. Ce sont des secteurs qui, aujourd'hui, ne peuvent pas fonctionner sans ce système d'aide qui est d'un niveau national et d'un montant à peu près de 30 millions d'euros par an, si je ne me trompe. Deuxième sujet pour l'axe Seine, la plateforme multimodale. Donc, le port du Havre a investi 140 millions d'euros dans une plateforme multimodale qui permet de traiter à la fois des barges et des trains. Après un démarrage que l'on peut qualifier de difficile, cette plateforme multimodale fonctionne aujourd'hui. Elle a traité 140 000 conteneurs équivalent 20 pieds. Elle aura traité à la fin du mois de décembre de cette année 140 000 conteneurs équivalent 20 pieds. Et donc c'est un outil de développement, de préparation des modes massifiés, donc des barges et des trains, entre la place portuaire havraise et le réseau national. En dehors des sujets purement portuaires, et notamment sur la question ferroviaire, encore une fois, les trois quarts aujourd'hui du marché du port du Havre, ce sont des destinations qui sont au-delà de l'Île-de-France, et donc des destinations sur lesquelles le train est pertinent. Nous avons identifié avec Réseau Ferré de France, à l'époque SNCF Réseau, aujourd'hui, un grave problème de saturation du réseau national entre Paris et la Normandie, lié d'une part aux travaux programmés sur Éole, aux travaux de régénération du réseau qui sont effectués la nuit, et à une saturation notamment sur la section Paris-Mantes. Et a été décidé, et les premiers coups de pioche ont été donnés, je crois, la semaine dernière, un investissement assez lourd, de l'ordre de 250 millions d'euros, pour électrifier une ligne alternative qui serait dédié au fret par le nord de la vallée de la Seine, électrification du tronçon entre Serqueux et Gisors. Et donc cette nouvelle ligne devrait être mise en service en 2020 et c'est un élément essentiel du désenclavement des ports de Rouen et du Havre. Deuxième sujet fondamental, il ne suffit pas d'avoir des infrastructures, encore faut-il que les opérateurs aient accès au réseau. Et vous parliez du préfet Philizot tout à l'heure, il préside depuis maintenant plus de 2 ans avec l'ensemble des autorités organisatrices de transport, avec SNCF Réseau et avec les ports, un groupe qui vise à favoriser l'accès au réseau des opérateurs de transport de fret. En clair, comment obtenir des sillons. Des sillons, ce sont des places sur le réseau, la façon d'intercaler des trains, étant entendu que historiquement, le système a tendance à donner une sorte de priorité au transport de voyageurs et que lorsque les opérateurs de fret un peu tardivement expriment leurs besoins, eh bien, il est trop tard, le réseau est saturé. Je simplifie, mais c'est un petit peu ça.
Et donc nous avons travaillé avec l'ensemble de ces acteurs, et ça commence à être opérationnel en 2018 et en 2019, pour permettre de pré-réserver une capacité pour les besoins du fret. C'est assez fondamental. Il y a d'autres exemples en France, notamment à La Rochelle, où des démarches comme ça, je crois, ont été menées pour optimiser l'utilisation du réseau ferroviaire. Voilà, je crois ce que je pouvais vous dire sur ce sujet, qui est un sujet assez complexe, mais extrêmement stratégique pour l'ensemble de nos ports et pour l'axe Seine en particulier. Merci. Monsieur de Tenguy. Merci. Là, m'exprimant, je suis opérateur de manutention au port du Havre, mais en ma qualité de président de l'UNIM, ça va m'être difficile de m'exprimer à ce sujet. Je préférais laisser la parole à deux personnes, François Guérin, qui est directeur général du groupe Terminaux de Normandie, donc opérateur au port du Havre, et à mon collègue Stéphane Courcou, qui est opérateur, dont le groupe est opérateur à Rouen. Comme ça, vous aurez vraiment à la fois le son de cloche du Havre, opérateur du Havre et opérateur de Rouen. Et moi, je voudrais en profiter pour dire que les collègues qui veulent intervenir sur une thématique qui les intéresse peuvent le faire. Ça permettra d'enrichir le débat sans aucun problème. Oui, donc François Guérin, Terminaux de Normandie, donc opérateur de terminaux à conteneurs au Havre. Je voulais exprimer le point de vue des opérateurs du Havre sur ce sujet du désenclavement, qui est un sujet clé, et je rejoins complètement Hervé Martel là-dessus. C'est quelque chose de central par rapport aux perspectives de développement du port. Un port est un port parce qu'il y a des quais et des terminaux, et un port est un port parce qu'il y a des dessertes vers l'intérieur du pays qui permettent d'acheminer ou de pré- ou de post-acheminer les marchandises. Au niveau des terminaux et des quais, on a un outil tout à fait adapté avec Port 2000 et qui est tout à fait de nature à relever les défis des navires du futur. On a accueilli par le passé toutes les générations progressivement de plus en plus grosses des géants des mers, et on reçoit aujourd'hui toutes les semaines plusieurs navires des dernières capacités, des dernières générations, donc entre 18 et 20 000 TEU. Donc on a tout ce qu'il faut pour accueillir dans de bonnes conditions ces bateaux-là. Il faut maintenant que l'on puisse traiter le fret qui doit arriver naturellement ou repartir naturellement du port du Havre. Alors, les dessertes Interland, c'est malheureusement aujourd'hui la photographie est celle que vous rappeliez en préliminaire, c'est-à-dire 89% du fret qui repart par la route, 4% par le rail, et le reste, ce qui doit faire 7%, par la barge. Au niveau des ambitions que le Havre doit se fixer, il faut qu'on puisse effectivement servir notre bassin premier, qui est l'Île-de-France. Il faut qu'on puisse regagner des parts de marché sur l'Île-de-France. Je rappelle qu'aujourd'hui, selon les éléments connus et partagés dans le cadre de la concertation publique qu'évoquait Hervé Martel tout à l'heure, une boîte sur deux à destination de l'Île-de-France passe par Anvers. Et donc il faut qu'on arrive à regagner des parts de marché sur ce marché-là. Et un des vecteurs principaux, effectivement, pour atteindre ce marché, c'est le fleuve. Et je rappellerai simplement que lors de la dernière année de plein exercice de nos terminaux dans le port intérieur, on avait une part de marché sur l'Interland de 25% par le fleuve, et elle est passée à 8% cette année sur Port 2000. Et une des raisons pour lesquelles cette part de marché a baissé, c'est l'absence d'accès direct qu'évoquait Hervé Martel, qui nous amène à une situation au Havre dans laquelle, contrairement à nos concurrents Rotterdam ou Anvers, qui ont et les solutions d'accès direct pour les barges et des solutions un peu plus élaborées pour répondre à des problématiques spécifiques, nous, au Havre, on a la solution plus élaborée, le terminal multimodal, mais on n'a pas l'accès direct. Et donc c'est un peu comme si vous construisiez une maison sans faire les fondations. À un moment donné, ça va poser un problème. Donc moi j'appelle de mes voeux, et nous appelons tous de nos voeux, et nous ne sommes pas les seuls, hein, les opérateurs privés sont unanimes là-dessus, et il y a un certain nombre d'instances publiques qui nous suivent également sur ce sujet. Il faut absolument qu'on réalise cet accès direct qu'on appelle la chatière, vous avez peut-être déjà entendu ce terme, et que l'on puisse le faire rapidement, de manière à ce qu'on soit prêt au moment où le canal Seine-Nord sera en service. Je ne dis pas ça contre le canal Seine-Nord, mais simplement pour qu'on soit capable au Havre de se battre avec les mêmes armes que nos concurrents, et de faire simplement en sorte que Port 2000 soit relié à la Seine avant Anvers. Je vous remercie. Merci. Monsieur
Courcou, on essaye de 3 minutes et après je donnerai la parole au groupe. Stéphane Courcou, vice-président de l'UNIM, représentant du groupe Bolloré. Je confirme donc ce qu'a dit François sur la nécessité d'un accès direct qui pour nous est un élément tout à fait complémentaire au terminal multimodal. Il ne faut surtout pas opposer les deux. Chacun a sa vocation. Une marchandise pressée aura intérêt à passer par l'accès direct. La massification passera par l'accès direct. Par contre, des volumes plus spécifiques qui peuvent être passage qui peut être l'opportunité de la création d'une valeur ajoutée peut passer par le terminal multimodal. Quand on voit les objectifs qui ont été fixés par le Premier ministre aux Assises de la mer de gagner quasiment 20 points par rapport au port du Nord, il est évident que la massification est un élément indispensable à développer et va favoriser le transfert modal est un impératif. L'accès direct n'est pas un sujet suffisant. Le développement de la massification et de l'axe Seine passe également par favoriser l'implantation d'ensemble des acteurs de l'importation et d'exportation sur les axes de massification, que ce soit l'axe Seine ou les réseaux ferroviaires. Et là, plein d'autres sujets interviennent, comme le sujet de la domanialité, dont on a parlé tout à l'heure, dont on parlera peut-être plus en détail, la problématique de la fiscalité, et tout un ensemble de sujets qui doivent favoriser l'implantation des acteurs le long de ces sites, sachant que la compétition de la route est virulente. Il faut savoir que développer une plateforme logistique le long d'une autoroute, ça coûte pas cher, et que les conditions aujourd'hui sont nettement plus favorables que celles qu'on peut avoir au port de Rouen, par exemple. En termes de chiffres, Rouen enregistre une baisse cette année de 10% de ses flux par l'axe Seine, Paris 2%, alors que la tendance devrait être complètement opposée. Merci. Merci beaucoup. Il y avait une 4e question, je vous propose qu'on l'aborde à l'issue des interventions des différents intervenants de groupe, ce qui permettra aussi de relancer le débat sur d'autres sujets. Donc différents orateurs se sont inscrits. Le premier est monsieur Yannick Horry de La République En Marche. Merci Monsieur le Président. Mesdames et Messieurs, chers collègues, je souligne d'abord que cette loi était issue d'une proposition de loi et qu'elle témoigne donc d'un succès de l'initiative parlementaire, du dialogue avec le gouvernement, ainsi que de la prise en compte de la nécessaire modernisation des procédures administratives et des impératifs de sécurité dans les navires, ce dont on doit se réjouir. L'initiative parlementaire souvent critiquée est couronnée de succès lorsqu'elle est suffisamment mûrie, même si les sujets d'inquiétude, en particulier le Brexit, mais aussi et surtout la concurrence internationale, notamment chinoise, sont nombreux. Je souhaite poser 3 brèves questions sur 3 grands ports maritimes et une plus large sur l'équipement. Pour Nantes, quels sont les grands axes de développement du port, les freins à l'investissement, en particulier de quelle manière résoudre le manque d'entrepôts logistiques portuaires à Saint-Nazaire? À quelle date le nouveau président du conseil de surveillance sera-t-il désigné? Je rappelle qu'à La Rochelle, le siège est vacant depuis février. Et quand sera mis en place la commission des investissements? Pour Le Havre, actuellement le port accueille environ 330 000 passagers chaque année. Quelles seront les incidences du Brexit? Et pour rester dans le cadre de la loi économie bleue, laquelle a autorisé les casinos sur les ferries français, quelles seront sur ce point les suites du Brexit? Pour La Rochelle, est-il prévu un financement de l'accueil des marins conformément à l'article 29 de la loi et au décret du 28 mars 2017? Je souligne une nouvelle fois le bon résultat de l'initiative parlementaire multiple sur ce sujet. Ma question plus large porte sur les installations de systèmes de distribution de gaz naturel liquéfié et de bornes d'avitaillement électrique dans les ports. L'article 86 vise à généraliser l'implantation de ces équipements à compter du 1er janvier 2025, à moins qu'il n'y ait pas de demande et que les coûts soient disproportionnés. Ma question est tout simplement de savoir où en est l'application de ce dispositif, dont je rappelle qu'il correspond à la mise en œuvre d'une directive européenne. Enfin, pour terminer mon propos sur une note plus globale, il faut faire bénéficier des atouts et du dynamisme de l'économie bleue, 14% du PIB, 800 000 emplois, à nos territoires et aussi accroître la complémentarité des espaces portuaires avec leur arrière-pays. Les ressources économiques, énergétiques ou encore liées au développement durable sont immenses. C'est une chance à saisir, comme par exemple en matière d'énergie renouvelable avec l'implantation récente d'une filière
d'éoliennes en mer à Saint-Nazaire. Comment renforcer le rayonnement de nos ports pour que leur croissance bénéficie plus largement aux territoires voisins? Merci. Merci. La parole est à Monsieur Jean-Marie Sermier, des Républicains. Merci, Monsieur le Président. Chers collègues, Mesdames, Messieurs, tout d'abord, merci à toutes celles et ceux qui ont accepté de participer à cette table ronde. Permettez, Monsieur le Président, de vous dire que nous regrettons un peu qu'elle se déroule en même temps que les conclusions des assises de la mobilité. Je sais que ce n'est pas simple en matière d'ordre du jour, mais c'est un peu dommage. Alors, moi, je voudrais rappeler quand même les objectifs de ce texte de loi sur l'économie bleue, qui ne se bornait pas évidemment à la gestion des casinos d'un certain nombre de bateaux en bordure de nos terres françaises, mais qui était franchement axé sur le renforcement de la compétitivité des ports français. Or, ce qui est intéressant, c'est de regarder 18 mois après si cette compétitivité elle s'est améliorée ou si malheureusement l'écart est encore trop grand avec nos concurrents. Et chacun le sait ici, l'activité essentielle, c'est la containerisation. Il y a quelques années, quand nous suivions des camions, il y avait un petit autocollant derrière le camion qui disait « si vous l'avez acheté, c'est qu'un camion vous l'a transporté ». Et aujourd'hui, on peut dire qu'en matière de commerce international, si vous l'avez acheté, c'est qu'un conteneur vous l'a transporté à 95% de chance. Et on voit bien que cette évolution, elle est très forte, puisque c'est une multiplication par 2 du trafic des conteneurs, du développement de ce trafic en quelques années, avec aujourd'hui plus de 9 milliards de tonnes. On peut considérer effectivement que le transport maritime, c'est plus de 90% du transport mondial. Or, aujourd'hui, on regarde les chiffres et un certain nombre de données nous ont été apportées tout à l'heure. Le port du Havre progresse, mais il progresse relativement faiblement, en tous les cas beaucoup plus faiblement que ses concurrents, si j'ose dire, peut-être ses collègues, j'en sais rien. Comme à l'Assemblée, il y a des collègues et des concurrents. Par rapport à Rotterdam, par rapport à Anvers, par rapport à Hambourg, l'écart se creuse. Pire, aujourd'hui, plus de 50% de ce que la France a besoin en matière de transport passe par un autre port qu'un port français. Donc j'aimerais quand même avoir le sentiment de celles et ceux qui utilisent la loi qui a été mise en place pour savoir si cet écart est voué, quels que soient les textes de loi, à s'agrandir, ou si le texte que nous avions à l'époque permettra à l'avenir de faire quelque chose. Éventuellement, a-t-on besoin de continuer à légiférer pour améliorer donc cette réflexion. Demander aussi si, dans le cadre de tous les sédiments qui ont été récupérés sur le désensablage des ports, s'il y a des filières industrielles de retraitement, et si oui, lesquelles, soit dans les routes, soit dans les bâtiments, puisque c'est bien de draguer, mais c'est compliqué de les réutiliser. Puis dernière question, je sais que je suis un petit peu dans les dépassements de temps, mais j'ai bien compris qu'il était important d'avoir un canal pour pouvoir donner suite au port. Donc je voudrais m'assurer qu'il n'y ait aucun risque de concurrence entre la voie maritime du port du Havre et la voie fluviale de Seine-Nord Europe. Merci. La parole est à Monsieur Jimmy Pahin, du MoDem. Merci Monsieur le Président, Mesdames les rapporteurs, chers collègues. Le développement des infrastructures portuaires en France est un enjeu majeur, à la fois pour la croissance économique et pour l'emploi. Il est admis que dans ce domaine, la France est moins compétitive que ses concurrents européens, on en a bien parlé tout à l'heure. Nos ports souffrent notamment d'un retard quant à la modernisation et la simplification des procédures, d'un déficit d'image lié aux conflits sociaux, de la réforme inachevée de leur gouvernance, mais aussi d'une moins grande connectivité aux réseaux de transport terrestre et fluviaux. L'activité des ports de nos voisins européens, belges et hollandais en particulier, est bien supérieure à celle des nôtres. Les flux de marchandises y sont plus importants. Plus préoccupant encore, une large proportion des marchandises à destination du marché français transitent par ces ports, les importateurs préférant l'offre de services et la qualité des réseaux de transport de nos voisins.
La table ronde d'aujourd'hui doit nous permettre de connaître l'état d'avancement de l'application de la loi sur l'économie bleue, 1 an et demi après son adoption. Quels résultats a-t-elle produit? Quels sont ses effets sur la compétitivité des ports français? Et surtout, alors que le gouvernement a annoncé son intention de poursuivre les efforts engagés dans ce domaine, comment aller plus loin? Ce sont ces questions que j'aimerais poser à l'ensemble des intervenants. J'aimerais donc recueillir le sentiment des acteurs du secteur sur les annonces faites par le Premier ministre, Édouard Philippe, à l'occasion des Assises de la mer en novembre. Il a présenté les 3 axes d'une future stratégie portuaire, une stratégie fondée sur la complémentarité, la compétitivité et la fluidité. D'abord, renforcer la complémentarité des infrastructures portuaires appelle à une réforme de leur gouvernance. Des réflexions sont menées en ce sens. La loi sur l'économie bleue fait davantage participer les régions. Selon vous, poursuivre la régionalisation de la gouvernance permettrait-elle d'aboutir à une gestion plus efficace des ports? Ou l'inverse, faudrait-il y voir un désengagement de l'État préjudiciable à leur activité? Par ailleurs, quelles seraient les conditions d'une régionalisation réussie? Ensuite, améliorer la compétitivité des ports impose de travailler à la simplification et à la dématérialisation des procédures de l'ensemble des chaînes logistiques. Ma question est donc la suivante. Où en est-on dans ce domaine? Enfin, accroître la fluidité exige le développement de la multimodalité, de mieux connecter des réseaux de transport comme le fret ferroviaire ou le transport fluvial aux infrastructures portuaires. Le Premier ministre a affirmé que l'État soutiendrait partout le transport combiné ferroviaire et fluvial. Quelles sont vos attentes à cet égard? Nous avons beaucoup parlé de la Chatière, du port du Havre. La multimodalité est aussi liée à la nécessité de développer les modes de transport dont les émissions de gaz à effet de serre sont inférieures à celles du transport routier. Dans cet esprit, la loi sur l'économie bleue a également comme objectif la montée en puissance des énergies alternatives plus respectueuses de l'environnement. De grands groupes ont fait le choix du gaz naturel liquéfié. C'est le cas de CMA-CGM. J'étais lundi au ministère des Affaires étrangères à la signature du lancement de la construction du premier ferry de Brittany Ferries fonctionnant au GNL et cofinancé par la Banque européenne d'investissement. Les acteurs du secteur ont donc pris, je crois, pleinement conscience de la nécessité de la transition énergétique et de son caractère inéluctable. L'enjeu est aujourd'hui d'accélérer ce mouvement. D'une part, quels sont les freins sur lesquels la puissance publique peut agir? Quels mécanismes incitatifs fiscaux ou réglementaires pourraient permettre de compenser son coût afin d'accélérer la mise en œuvre? Enfin, je voulais rappeler que le sommet One Planet, voulu par Emmanuel Macron, la France a défendu sa vision de la participation du shipping à la lutte contre le réchauffement climatique, la déclaration de Tony Lebrume. Voilà, madame les rapporteurs, le sujet sur lequel mon groupe et moi-même, nous nous interrogeons. Je vous remercie. La parole est à monsieur Guy Bricout, UDI, Agir et Indépendant. Merci, Monsieur le Président. Mesdames et Messieurs, tout d'abord, je souhaitais vous remercier pour l'ensemble de vos exposés qui nous ont donné un éclairage précis de la situation de nos ports. Des ports que l'on a eu un peu trop tendance à oublier et qui sont des éléments clés de la structuration de bon nombre de nos territoires et qui sont fort heureusement revenus au cœur de nos débats. En tant que député du Nord, sensible aux questions d'aménagement du territoire, vous comprendrez qu'il m'est impossible de commencer mon propos sans évoquer le canal Seine-Nord-Europe, dont je suis depuis le début un fervent défenseur et qui ne peut être déconnecté de l'évolution des ports maritimes et fluviaux. Rappelons tout d'abord qu'il s'agit d'un des 5 grands projets prioritaires de l'Union européenne. Un projet qui, hélas, va de rebondissement en rebondissement depuis plus de 30 ans et n'en finit plus de se faire attendre. Encore aujourd'hui, nous sommes suspendus au respect de l'engagement de l'État qui ne veut pas rester administrateur dans la société de projet et qui est incapable de dire via quelle recette il compte financer sa part de 1 milliard d'euros, alors que les collectivités ont déjà pris plus que la leur. Permettez-moi de souligner, en ce qui concerne plus spécialement les ports, que bien évidemment les ports AROPA seront directement concernés, mais qu'il ne faut pas oublier également les retombées d'un tel projet sur les ports intérieurs tels que Béthune ou Saint-Saulve par exemple. La portée de ce projet doit donc bien être vue dans sa globalité. D'ailleurs, dans son discours d'ouverture aux assises de l'économie et de la mer en novembre dernier, le Premier ministre a heureusement abordé le canal Seine-Nord en soulignant qu'il faut en faire un accès pour tous nos ports. Le regain d'activité engendré arrosera l'ensemble des secteurs concernés et sera générateur de pas moins de 50 000 emplois à terme, ce qui, vous en conviendrez, n'est pas négligeable, surtout pour les Hauts-de-France. Il entraînera également une très forte diminution de nos émissions de gaz à effet de serre, puisqu'il reviendra à supprimer pas moins de 500 000 camions sur la route par an. Un tel projet est donc totalement économie bleue compatible.
Aussi, j'aimerais que vous évoquiez les impacts concrets que ce projet aurait sur l'ensemble des ports concernés. Ne serait-ce pas un plus, surtout si au Havre est réalisée la desserte fluviale directe Port 2000? Pour revenir plus précisément au texte économie bleue et à la situation globale de nos ports, j'aurais pour finir quelques questions. Tout d'abord, pourriez-vous nous faire un bilan à l'heure où le Premier ministre vient de nous annoncer une nouvelle stratégie portuaire de la précédente stratégie nationale de relance portuaire de 2013? A-t-elle réellement permis des avancées et lesquelles? Il s'avère que l'un des principaux piliers de la proposition de loi sur l'économie bleue était celui de la gouvernance des ports, mais vous venez de l'évoquer. Le décret sur cette gouvernance étant paru en mars dernier, pourriez-vous nous indiquer où nous en sommes sur la question, si les avancées qu'il prévoit sont aujourd'hui effectives? Par ailleurs, un autre problème de nos ports est celui, semble-t-il, de leur desserte terrestre. Où en est cette question? Mais ça a été en partie évoqué. Et enfin, j'en termine là, quid enfin du manque de compétitivité de nos ports par rapport à leurs concurrents européens moins chers? Cela a également été aussi évoqué. Je vous remercie. Merci. Dernier orateur de groupe inscrit, Monsieur Hubert Wulfranc, pour la gauche démocrate et républicaine. Bien, merci. En tant qu'élu de Rouen Sud, évidemment, je vais concentrer mon propos sur l'axe Seine. Je voudrais d'abord rappeler la posture des élus communistes sur leur attachement à un État stratège. Et un État stratège qui s'inscrit en faux par rapport à une posture girondine et donc régionalisée qui tendrait à notamment confier aux régions une part décisive dans l'administration de nos ports. C'est d'autant plus vrai qu'on est là sur une question de transport et donc nécessairement fluide en la matière. Donc l'axe Seine, je voudrais également rappeler quand même qu'on est sur la base d'un contrat de plan. Un contrat de plan qui, pour ce qui nous concerne, a provoqué le mécontentement des élus, d'ailleurs bien au-delà de nos rangs, lorsque nous avons vérifié, il n'y a pas si longtemps, somme toute, la faiblesse des investissements dans les ports de l'axe Seine. Une faiblesse des investissements qui, à n'en pas douter, devra être revisitée lors du point d'étape sur les contrats de plan. Edouard Philippe, en tant qu'ancien maire du Havre, veillera sans doute à rétablir des investissements à la hauteur des enjeux qui sont ceux de l'axe Seine. C'est vrai bien sûr sur la Chatière du Havre, c'est vrai également sur, je le rappelle, la plateforme de Sotteville-lès-Rouen en matière de transit fret. On a parlé de circuit-giseur, très bien, mais quand on note que cette plateforme de Sotteville-lès-Rouen est aujourd'hui à 120 trains fret, aussi avec les problématiques techniques qui ont été évoquées, il y a là une perte de capacité considérable par rapport à un outil industriel qui, bien évidemment, pose considérablement problème. Ça, c'est le premier élément. Je voudrais d'ailleurs ajouter que nous ne considérons pas qu'il y ait opposition entre le canal Seine-Nord et l'axe Seine. Je crois que c'est un point tout à fait particulier à spécifier, car il nous appartient d'ailleurs, au niveau de la représentation nationale, nous semble-t-il, de sortir par le haut. Certes, cela appelle des investissements et des réorientations ou des décisions qui, n'en doute pas, mon collègue Jean-Paul Lecoq ne peut être parmi nous ce soir, mais vont intervenir. Deuxième aspect, très rapidement. La question des plateformes multimodales le long de l'axe Seine, là encore fondamentalement compromise. On a des potentialités à Port-Jérôme et sur Seine-Sud qui sont aujourd'hui non mises en valeur. Donc, votre point de vue. Troisième question très rapide, quel point de vue, parce qu'un port, c'est un port, qu'il soit au Havre ou à Rouen, s'il y a les complexes industriels qui sont générés, quel point de vue, selon vous, de grappe industrielle à inventer, dirais-je, à attirer autour de nos ports, vu effectivement le changement de modèle économique auquel nous assistons. Merci, j'étais long, mais vous comprenez, je suis rouennais. Je vous remercie.
Alors, avant de redonner la parole à nos invités, afin qu'ils répondent à ces très, très nombreuses questions, mais qui se regroupent quand même par grandes familles, nous avons uniquement 2 questions individuelles en 1 minute qui doivent être posées. Donc, je propose qu'elles soient posées, et comme ça, après, on pourra redonner de manière, je dirais, globale la parole à nos invités, ce qui n'empêchera pas, en fin de réunion, s'il y a une question ponctuelle, que je redonne la parole. Donc, nous avons uniquement 2 questions, de Vincent Thiebaud et pour commencer de Frédéric Tufnel. Merci. Merci Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs. Dans le rapport du Césaire de la Nouvelle-Aquitaine, dont j'ai eu communication récemment, le rapporteur du dossier Vincent Nuchy indique qu'il faut saisir l'opportunité que constituent les 5 portes de la façade atlantique pour qu'il soit une porte ouverte sur le monde et un des éléments clés de l'avenir de la Nouvelle-Aquitaine. Et il s'interroge sur les complémentarités entre les ports de cette grande région. À ce titre, je voudrais cibler le grand port maritime de La Rochelle. Je suis élue de Charente-Maritime à Rochefort, avec un port de commerce en développement. Pour celui de La Rochelle, c'est le premier port de commerce du bois au niveau national et qui s'est fixé des objectifs ambitieux en termes de développement. Aussi, la loi sur l'économie bleue, vous l'avez dit, renforce la compétitivité des exploitations maritimes, des ports de commerce et prévoit la création dans chaque port d'un conseil de développement. Je voudrais mettre l'accent sur ces investissements, car nous le savons, la question de ces investissements est un vrai sujet pour les gouvernances régionales. Ma première question portera sur les questions envisagées pour optimiser l'intermodalité du transport de marchandises, à la fois en provenance et à destination des ports. Par ailleurs, je m'intéresse tout particulièrement au dispositif dont on parle peu, c'est le dispositif du feedering maritime, système de cabotage, système qui fonctionne au port de Bordeaux et à Saint-Nazaire et qui permet de réduire la part du transport routier et aussi de capter des nouvelles clientèles pour des filières qui n'ont quasiment que recours au transport routier. Je pense en Charente-Maritime à la filière cognac et au bois, pour La Rochelle, Rochefort notamment. Et c'est un investissement en développement. Et pour terminer, enfin, d'une façon plus générale, les conditions contribuant au développement des ports passent aussi par l'économie circulaire et par un développement d'une filière de récupération. Je pense à la ferraille, au granulat. Est-ce un modèle économique envisagé pour faire évoluer les pratiques? Je vous remercie. Je donne la parole à M. Thiebaud en espérant qu'il respecte la minute. Merci M. Thiebaud par avance. Je vais faire vite. Merci Monsieur le Président. Merci. Bonjour tout le monde, chers collègues. J'associe à ma question ma collègue Bérangère Couillard. Le volet de la gouvernance portuaire est largement abordé par la loi économie bleue. On y a vu des mesures de portée limitée et pourtant même ces mesures tardent à s'appliquer. 3 questions. Comment se fait-il que les commissions des investissements, dont la création est prévue dans chaque grand port maritime par l'article 23 de la loi, tardent à se mettre en place? Il y en a une à La Rochelle, celui de Nantes est en cours. Où sont les autres et pourquoi de tels retards? La même question vaut pour les conseils de coordination interportuaire. Un seul a été mis en place et pour les conseils de façade, qui conformément à la loi, article 26, devraient inclure des ports décentralisés. Les présidences des conseils de surveillance de La Rochelle et de Nantes sont vacants, le premier depuis février. Pouvez-vous nous dire quand est-ce que ces sièges seront pourvus? Merci. Merci. Voilà, donc l'ensemble des interventions étant faites, après il y aura d'autres questions qui sont déjà précisées. Et là, on revient sur le même mode de fonctionnement que au début de notre réunion, avec aussi cette 4e question, donc, que je vous rappelle, parce qu'elle était d'une complexité. Donc nous avons la question de la nature juridique des conventions de terminal suite à la décision du Conseil d'État. Je vous passe à la suite, je pense que vous connaissez le dossier, le sujet. Voilà, donc je donne la parole à qui le souhaite. Oui, d'abord une réaction un peu générale à ce qui a été dit. On a tendance souvent en France à voir le verre à moitié vide et trop rarement à voir le verre à moitié plein. Donc permettez-moi de vous dire quelques mots sur la situation réelle du port du Havre cette année, qui résulte beaucoup plus d'ailleurs de l'action des entreprises privées que de celle de l'autorité portuaire, ou plus exactement de l'action conjointe de l'ensemble d'une communauté portuaire. Le port du Havre est touché par les 3 grandes alliances mondiales. Il y a peu de ports dans le monde pour qui c'est le cas. Grâce à la qualité des prestations de manutention, la qualité de ces infrastructures, les plus grands navires sont reçus au port du Havre sans restriction. Un armateur me disait récemment, le port du Havre, c'est la Rolls-Royce des ports en Europe. Un autre me disait, le port du Havre, c'est le seul qui fonctionne aujourd'hui. On a des problèmes à Anvers, on a des problèmes à Rotterdam. Au Havre, ça fonctionne bien. Les armateurs sont satisfaits de la qualité de service offerte par le port et ses opérateurs de manutention.
Les volumes sont un peu faibles par escale, c'est vrai. Les opérateurs sont satisfaits. Le port du Havre connaîtra cette année, à la fin du mois de novembre, on est à plus 15% de croissance. Ce sera de très loin la croissance la plus forte en Europe du Nord. Le deuxième port en croissance, c'est Rotterdam, à moins de 10%. Les autres sont en moyenne à 2 à 3% de croissance. Donc l'inflexion, c'est, de mon point de vue, produite. Il y a une réelle dynamique qui est enclenchée cette année. Quelques mois d'évolution ne font pas forcément une tendance, mais la dynamique est là, la confiance des armateurs est là. On parle de simplification administrative. Savez-vous que les douanes françaises sont classées numéro 1 par la Banque mondiale en matière, pour ce qui concerne le nombre de documents à fournir pour le dédouanement? Zéro papier à fournir pour dédouaner une marchandise au port du Havre. 4 minutes en moyenne pour faire passer un conteneur. C'est probablement, dans ce domaine du dédouanement, le port le plus compétitif d'Europe, avec des systèmes d'information qu'il faut développer, le Premier ministre en a parlé, mais qui sont des systèmes d'information très compétitifs. Quelqu'un a parlé de conflits sociaux. Je pense qu'on doit pouvoir dire qu'au cours des 2 ou 3 dernières années, hormis des conflits nationaux, sur ce qui est de la conflictualité spécifiquement portuaire, Port du Havre est probablement l'un des plus fiables en Europe. Il y a eu de nombreuses grèves dans d'autres ports européens, je ne vais pas les citer, beaucoup plus que dans nos ports. Simplement, on a tendance à en parler beaucoup en France et à ne pas en parler dans d'autres ports. Le niveau de fiabilité sociale des ports, et c'est l'un des éléments qui fait que nos armateurs ont aujourd'hui confiance dans nos ports, le niveau de conflits sociaux dans nos ports est revenu à un niveau faible par rapport à la moyenne des ports européens, et je le dis en présence de la FNPD que je vois sourire. Espérons que ça continue, monsieur Aubois. En matière de logistique, une vraie inflexion des investisseurs privés, puisque Laurent Courcou est là, je vais citer le groupe Bolloré, qui est le dernier à avoir inauguré un entrepôt de 35 000 m² au port du Havre. Des investisseurs privés investissent lourdement aujourd'hui dans nos ports pour y créer des entrepôts. C'était un autre des points faibles de nos ports. Clairement, une inflexion forte dans ce domaine. Voilà, je pourrais continuer. La croissance du trafic de croisière est exponentielle au port du Havre, près de 30% de croissance. La croissance du trafic de véhicules neufs doit être de 18% cette année. Bref, de très nombreux indicateurs sont au vert. Une dynamique s'est enclenchée. Je ne veux pas dire que tout va bien. Les dessertes terrestres sont très clairement un point faible. La santé économique et financière des acteurs privés comme publics mérite attention. Je ne veux pas refaire le débat, il y a beaucoup de choses à faire, mais une dynamique est enclenchée, il faut une stratégie pour la porter, et je crois que la plupart des éléments se trouvent dans le discours qui a été fait par le Premier ministre. On attend maintenant la mise en œuvre de tout ça. Dernier mot, la gouvernance, c'est important. La gouvernance d'établissements publics ne fait pas venir des tonnes et ne fait pas venir des clients. C'est important, mais ce n'est pas le sujet central, ce n'est pas l'alpha et l'oméga de la compétitivité des ports. C'est important, mais ce n'est pas le seul sujet. Monsieur de Tinguy. Merci. Je soutiens totalement les propos sur le port du Havre d'Hervé Martel. En tant qu'opérateur du Havre, effectivement, nous sommes satisfaits de la croissance que nous avons depuis 2 ans, et en particulier cette année, puisqu'on en est d'ailleurs largement participant à cette croissance. Et c'est pour ça qu'il faut que les investissements soient bien ciblés, et on revient toujours à notre sujet d'origine. Et pour revenir donc à la quatrième question qui était sur le fameux arrêt du 14 février de cette année du Conseil d'État relative à la requalification des conventions de terminal, ou en tout cas au moins celle du Verdon, en concession de service, au titre de la directive concession européenne, effectivement c'est un vrai problème. C'est-à-dire que si on a pu faire ces terminaux à Port 2000, c'est parce qu'on a des conventions de terminal qui étaient des conventions modernes, pro-business, avec des termes, je dirais aussi bien sur les biens de reprise, la façon dont on reprenait les biens en fin de titre, que qui finalement permettait à nos financeurs de pouvoir nous financer dans ces investissements. L'arrêt du Conseil d'État du 14 février nous ramène au XXe siècle, c'est-à-dire avant les conventions de terminal qui avaient été créées sous forme d'une convention d'exploitation de terminal en 1999. Donc on est reparti en arrière. Alors, bon, on a évidemment été extrêmement étonnés de cette décision, qui pour nous est une décision, un arrêt d'espèce en fait sur le Verdon, le terminal à conteneurs de Bordeaux, bon, qui est un terminal un peu spécial et qui a du mal depuis un certain nombre de décennies d'ailleurs à sortir de terre.
Et effectivement, peut-être que dans le cas du Verdon, l'opérateur qui est choisi, à qui on donne un titre d'occupation, il est plus en délégation de service que par un choix d'aller faire vraiment une activité florissante sur ce terminal. Bon, en fait, malgré tout, cet arrêt, il est sorti, c'est extrêmement important. Nous avons pas mal... on est intervenu en concertation avec la DGITM et Marc Sandrin, ici près de Rang, pour voir comment on pouvait en sortir. Je pense que maintenant, eh bien, une étape importante a été franchie pour en sortir. C'est les décisions du dernier 6 mai, en particulier la décision numéro 13, où le Premier ministre a demandé donc aux parties prenantes de réformer la domanialité. Et évidemment, dans cette réforme de la domanialité, il sera étudié ces fameuses conventions de terminal. Et j'espère que le résultat de cette concertation, que nous espérons donc transversale entre les parties prenantes, c'est-à-dire aussi bien les opérateurs de terminaux que nous sommes et les logisticiens qui investissent aussi sur le domaine public, que les industriels qui investissent sur le domaine public, participent à cet atelier de travail pour réformer. Alors le temps va être très court puisque tout doit être décidé avant le 1er juillet 2018 d'après la demande du Premier ministre, mais on va s'y atteler. On a eu une première réunion hier avec la DGITM à ce sujet-là, et nous pensons que le meilleur endroit où pourrait être traité ce sujet finalement transversal, interprofessionnel et transversal interministériel, ce serait le comité France Maritime, qui est dirigé par Éric Banel, qui représente à la fois le public et le privé, et je pense que c'est un atelier extrêmement intéressant, et si il est bien mis en place avec toutes les parties prenantes, peut-être y compris le Conseil d'État d'ailleurs, on pourra sortir de cette espèce d'impasse dans laquelle on est arrivé. Très bien. Monsieur Moncani. Oui, merci, monsieur. Pour rebondir sur quelques remarques ou quelques questions qui ont été faites, d'abord pour moi aussi, comment dire, me joindre pleinement aux mots d'Hervé Martel sur le verre à moitié vide ou le verre à moitié plein. Et je crois que dans les discussions que nous avons avec tous les adhérents du cluster maritime français, le verre se remplit doucement. Donc on est plutôt sur une bonne tendance et sur pas mal de sujets. Voilà. Alors, sur la question qui a été posée sur le feedering, Madame est intervenue en disant qu'on n'en parlait pas beaucoup. Je voudrais simplement dire que c'est un sujet qui nous préoccupe beaucoup et qui nous occupe beaucoup, puisqu'il s'agit d'intermodalité, il s'agit de cabotage intra-européen, et sur ce sujet, c'est un sujet de transition écologique, puisque c'est là aussi reporter des marchandises de la route vers la mer, en l'espèce et non pas vers le fleuve. Et d'ailleurs, je vous quitterai malheureusement peut-être un peu avant la fin de l'audition, puisque nous avons la soirée du cabotage européen, la soirée du short sea shipping qui se tient tout à l'heure à partir de 19h30. Et donc cette question est aussi une question, je dirais, de moyens. Il existe jusqu'à cette année, il existe un bureau de promotion du cabotage européen, le BP2S, le bureau de promotion du short sea shipping. Celui-ci, depuis plusieurs années, était un financement privé-public. Les finances publiques se raréfiant, il devient difficile de le faire vivre. Nous souhaitons, avec Armateurs de France d'ailleurs, à ce qu'il retrouve une nouvelle vie, parce que nous sommes convaincus que d'abord c'est un moyen très fort pour rassembler tous les opérateurs de cabotage intra-européen, et là on ne parle pas que des marins, mais on parle des entreprises de fret, des entreprises de camions, etc. Et en même temps, c'est aussi, et c'est le seul maillon qui existe aujourd'hui pour que nous soyons présents dans ce réseau de développement du cabotage intra-européen en Europe. Et pour l'instant, on risque, à partir de l'année prochaine, finalement, d'avoir une absence de la France sur ce sujet, ce qui est quand même pour le moins dommage. Et donc, là aussi, sans doute aurons-nous à faire appel à votre soutien pour que celui-ci puisse continuer à exister. Sur la fiscalité des ports, ça a été évoqué, je ne
rentrerai pas dans le détail, simplement pour dire, et parce que je crois qu'il faut le redire ici, n'oublions pas les ports d'outre-mer. Je crois qu'il y a eu une mention qui a été faite, mais dans notamment la fiscalité qui évolue suite aux directives européennes ou aux impositions européennes, il faut bien voir que 2 traitements doivent être appliqués. Autant comme, et je parle sous le contrôle de mes amis ici, autant comme chacun comprendra que le Havre peut être en concurrence avec Rotterdam et que donc le level playing field doit être le même, autant comme il est plus difficile de comprendre que Fort-de-France est en concurrence avec Kingston et que là nous avons deux échelles qui sont très différentes et donc le traitement des ports d'outre-mer doit être extrêmement différent ou du moins regarder de très près. Et puis il y a une dernière information, et je ne voudrais pas abuser de la parole, sur ce que vient de dire Christian Tinguy sur la question de la domanialité. C'est effectivement un sujet sur lequel nous sommes extrêmement attentifs. C'est un sujet qui doit réunir tant les ports que les opérateurs et qui a déjà été abordé depuis maintenant plusieurs mois au sein du comité France Maritime que pilote Éric Banel et que je co-préside avec le secrétaire général de la mer. Et c'est un sujet sur lequel, évidemment, il faut travailler vite et sur lequel il faut être extrêmement attentif parce que c'est un vrai sujet de compétitivité de nos ports. Voilà. Merci. D'abord, Madame Niamba, qui n'a pas encore parlé, puis Monsieur Aubois. Merci. Je souhaitais revenir sur différents points abordés par les députés Horry et Pain, respectivement relatifs au Brexit et à l'adaptation des navires à des modes de propulsion plus écologiques. S'agissant tout d'abord du Brexit, et ainsi que l'a souligné le député Paul Christophe dans son rapport sur le commerce extérieur, le Brexit représente un défi majeur pour les ports et il apparaît indispensable que l'État veille à protéger l'économie maritime des conséquences lourdes qu'il pourrait avoir s'agissant en particulier de la fluidité des échanges et de la concurrence équitable. Aussi, le président d'Armateurs de France, que je représente aujourd'hui, souhaite que le gouvernement et le Parlement s'emparent de ce dossier pour envisager dès à présent toutes les mesures de niveau national qui permettraient d'amoindrir les conséquences négatives du Brexit pour notre économie. Et je pense en particulier à la promotion de la destination touristique France ou à des réflexions qui pourraient être conduites sur le développement de zones franches portuaires. Concernant les casinos, qui est un point qui a été évoqué, enfin les jeux de hasard à bord des navires qui sont permis par la loi sur l'économie bleue, le champ d'application de la loi Leroy se limite l'activité, enfin la possibilité d'exploiter des jeux de hasard à bord des navires sur des navires exploitant des liaisons intracommunautaires. De ce fait, il conviendra de revenir dessus une fois le Royaume-Uni sorti de l'Union, puisque les liaisons outre-Manche ne seront pas comprises dans le dispositif. Rapidement sur le second point et la nécessaire poursuite et voire l'accélération de la transition écologique et énergétique dans les transports et les ports maritimes, je vous confirme que la réduction des émissions atmosphériques par les navires est un enjeu majeur dont se sont emparés les armateurs, bien conscients de leur rôle et de leur contribution nécessaire à cette démarche. Le député Pain a salué tout à l'heure l'annonce récente de la compagnie CMA-CGM et le premier financement maritime vert au profit de la compagnie Brittany Ferry. Et il convenait effectivement de souligner l'effort et la démarche volontariste que les armateurs ont entrepris. Très rapidement, pour rappeler que c'est un défi technique, mais aussi logistique, qui implique l'adaptation des installations portuaires et le développement d'une nouvelle chaîne d'approvisionnement en gaz, et l'Armateur de France compte évidemment sur le soutien du gouvernement pour contribuer à cet effort. Et rapidement, puisqu'a été évoqué par le président Moncani le développement des ports de commerce ultramarins, je voulais juste profiter, puisque le Premier ministre a souhaité, à l'occasion des Assises de la mer, que l'on puisse s'inspirer de l'exemple de la Réunion pour créer aux Antilles une grande plateforme de transbordement. Et c'est effectivement un facteur de développement économique important pour les territoires ultramarins. Et il conviendrait de saisir rapidement les opportunités offertes par l'agrandissement du canal de Panama en encourageant les investissements privés et le bénéfice d'autorisation d'occupation du domaine public en concordance avec l'amortissement de ces investissements. Voilà ce que je voulais rapidement dire. Merci. Je donne la parole à M. Aubois, comme je l'avais dit. Oui, essayer de faire rapide, d'être le plus complet possible, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. On va juste partir du canal Seine-Nord.
la position CGT pour y avoir contribué largement au niveau de la Fédé des ports et docks. C'est pas une opposition parce que le canal Seine-Nord, c'est un enjeu au niveau des différents territoires en termes d'emploi et d'activité qui est essentiel. Mais imaginez-nous, représentants des travailleurs portuaires, quand on apprend qu'il y a un tel projet qui va coûter à coups de milliards en termes d'investissement, notre surprise, alors que les ports français ont un besoin important d'investissement, notamment pour régler le problème qui a été soulevé, la problématique du désenclavement. Voilà. Et il y a des besoins urgents, la Chatière a été soulevée, mais il y a d'autres places portuaires, y compris à Bordeaux, à Nantes-Saint-Nazaire, il y a des choses à faire, il y a la connexion sur tous les ports de l'Atlantique avec le réseau ferroviaire, qui aujourd'hui, les ports ne sont toujours pas connectés, donc pour l'acheminement des marchandises, effectivement, il y a un besoin d'investissement de très haut niveau. Et donc nous, sur ce sujet-là du canal Seine-Nord, on craint effectivement une concurrence déloyale si les besoins d'investissement de l'ensemble des ports français ne sont pas mis en place. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième, on craint un problème de concurrence déloyale, y compris pour le transport fluvial. Parce qu'il se trouve que la Fédération des ports et docks a en charge aussi les conventions collectives du transport fluvial. Et on a peur de voir des travailleurs se croiser avec des statuts sociaux qui seront différents. D'où la nécessité pour nous d'avoir une complémentarité entre la création et la mise en place, l'investissement du canal Seine-Nord, et puis le besoin des ports français. Sur la question de la régionalisation, puisque ça a été évoqué, nous on partage une des interventions qui consiste à dire que plutôt que de se précipiter sur une régionalisation, même si on adhère sur le fait que le poids des régions aujourd'hui est essentiel en termes d'investissement pour les ports, et il y a nécessité effectivement de voir comment on peut améliorer sur cet aspect-là le lien entre l'État, la région, mais il nous semble qu'il ne faut pas se précipiter et qu'on aurait plutôt intérêt à faire déjà un bilan sur la stratégie portuaire qui a été mise en place en 2013, mais y compris celle qui a été mise en place en 2008. Donc il nous semble qu'il y a quand même des choses qu'il faut d'abord analyser avant d'envisager la mise en place d'un certain nombre de choses, et que pour nous la régionalisation dans le besoin de stratégie nationale et de cohérence et de complémentarité des ports, pour nous, serait une aberration. Juste revenir très très rapidement sur le dragage, pour dire, nous, notre surprise, quand on a appris, alors que le CIMER de 2016 avait prévu des annonces pour que la dotation de l'État soit à la hauteur du besoin des ports français, de façon à ne pas alourdir je dirais la charge sur les établissements, et bien qu'on soit revenu avec le nouveau gouvernement en place sur cette position. Ça nous pose souci parce que derrière, ça a un impact pour les établissements portuaires et y compris derrière pour les entreprises de manutention. Et donc nous, on partage le fait que le dragage, c'est une question de compétitivité des ports français, et c'est aussi une question d'emploi. Voilà. À la fois les emplois marins, et vous l'avez souligné juste titre au tout début, il y a une diminution de l'emploi des marins, donc la question du dragage, c'est aussi le maintien des marins, de l'emploi des marins français, et c'est aussi des emplois, mais considérables, pour tous les ateliers, notamment des GPM, dans les ports d'estuaire, que ce soit Bordeaux, que ce soit Rouen, que ce soit Nantes, Saint-Nazaire. Donc c'est vraiment un élément très important. Il nous semble qu'on a la possibilité d'optimiser encore plus le parc, l'outillage du dragage au niveau français. Ensuite, juste faire une petite parenthèse, parce que on se félicite quand même qu'à un moment donné, on puisse prendre quand même le verre plein, plutôt que de regarder toujours le verre vide, puisque effectivement, il y a quand même une qualité au niveau de la manutention, et on vous remercie Monsieur Martel de l'avoir soulevé, et juste préciser quand même, parce qu'on ne met jamais en avant les atouts et ce qui a pu être fait au niveau de la manutention, au niveau de nos ports, et même sans nier qu'effectivement il y a eu des conflits, notamment au travers de 92, de 2008, mais encore une fois, nous on souligne qu'à chaque fois qu'il y a eu ces grosses réformes, il y a eu des difficultés, mais entre ces deux réformes en 25 ans, il nous semble qu'il y a une qualité de dialogue qui existe, et la prestation de la manutention, elle a notamment été améliorée depuis 92, parce que au niveau français, on s'est doté d'outils en matière de formation professionnelle qui sont les CQP, les certificats de qualification professionnelle. On est les premiers en Europe à avoir mis ce niveau de qualification professionnelle pour les ouvriers dockers, et d'ailleurs ça sert de modèle dans le cadre du dialogue social européen. Voilà, donc je pense qu'il y a quand même des choses qu'il faut souligner au niveau français qui sont faits correctement et sur lesquelles on a quand même un peu d'avance sur nos concurrents européens. Merci. Je vous remercie. Donc j'ai 4 demandes d'intervention. Je vais vous donner la parole. Simplement avant, je vais permettre donc 2 questions supplémentaires. Et je remercie aussi notre collègue Audrey Dufeu-Schubert qui avait souhaité poser une question, mais qui considère que sa question, on a déjà abordé le sujet, donc elle laisse son temps de parole à un autre collègue qui pourrait intervenir. Donc Madame David pour 1 minute et après Monsieur Lecoq.
Merci Monsieur le Président. Mes chers collègues, Mesdames et Messieurs, merci de la qualité de vos interventions. Pour ma part, je suis députée de la première circonscription de la Gironde, sur laquelle est implanté le port de Bordeaux. Ce n'est pas une révélation pour personne. Le port de Bordeaux rencontre des difficultés importantes depuis plusieurs années, des difficultés structurelles liées à la situation au fond de l'estuaire de la Gironde et des difficultés conjoncturelles liées notamment à la baisse de l'activité industrielle ou portuaire constante et malgré de nombreux projets, notamment le Verdon que vous avez évoqué, peu de perspectives de radical retournement. En revanche, compte tenu de l'attractivité de la métropole bordelaise, renforcée par le TGV Bordeaux-Paris en 2 heures, les réserves foncières importantes dont dispose le port ne cessent de prendre de la valeur. Si bien que la gestion du domaine foncier est devenue une source de revenus importante et en croissance, d'autant que le trafic portuaire est en stagnation. Le port de Bordeaux est en train de se positionner sur une activité d'aménageur qui n'est pas sans poser problème, notamment dans ses relations avec les collectivités territoriales qui en ont la charge. Je me dépêche. Ma question est simple. Est-ce que c'est la vocation d'un port que de développer une activité d'aménageur urbain, ou comme le souligne le rapport du Césaire Nouvelle-Aquitaine publié en juillet 2007, le développement des activités industrielles ne doit-elle pas primer face aux tentations urbanistiques, résidentielles et touristiques? Merci. Merci. Monsieur Lecoq, pour 1 minute, s'il vous plaît. Oui, moi, de ce que j'ai entendu, je suis désolé, j'ai pas pu venir plus tôt. Je suis député du port du Havre, donc c'était intéressant que je sois là, mais voilà, plusieurs commissions simultanées font que j'étais obligé d'être dans le cadre de ma mission. Mais moi, d'abord, je salue cette organisation de table ronde. Et puis, j'imagine que tous les sujets de désenclavement du port, j'ai entendu les camarades expliquer les choses que je partage, mais moi, il me reste encore une préoccupation, peut-être vous en avez parlé, mais comme j'ai la chance d'être dans un dispositif de la commission environnement, je vais le faire, on voit que ça va très vite, les décisions en ce qui concerne le carbone, l'énergie carbonée. La centrale thermique du Havre est mise en cause en quelques années là, sur l'avenir. Et je me dis, est-ce qu'à un moment donné, l'empreinte carbone d'un port peut être en sa défaveur? Et est-ce que la France n'a pas une urgence vitale à investir maintenant dans le ferroviaire, dans le fluvial, dans des quais équipés pour connecter les bateaux? Est-ce que ce n'est pas essentiel? Parce qu'un jour ou l'autre, et peut-être à très court terme, on peut avoir une décision d'une COP24 ou d'une COP25 qui disent à partir de 12 mois, on n'utilisera en Europe que les ports qui ont l'empreinte carbone la plus performante, etc. Moi, j'ai cette angoisse-là depuis des années, je l'explique partout, j'en discute sur le port et tout, et j'aimerais recueillir votre sentiment là-dessus. Merci, Monsieur le Président. Merci. La parole, vous étiez le premier à l'avoir demandé. J'ai 5 prises de parole et on va essayer de rester dans le quart d'heure. Donc voilà, je vous demande d'essayer de rester dans le temps. Merci. Bien, très rapidement, donc Michel Puraza, président du directoire du Grand Port Maritime de La Rochelle. Donc c'est pour répondre aux quelques questions qui ont été évoquées et qui ciblaient le Grand Port Maritime de La Rochelle. Alors, tout d'abord, la question du financement pour l'accueil des marins. Donc tout simplement pour rassurer effectivement le rapporteur du groupe que ça a bien été mis en place de manière tout à fait convenable avec un arrêté préfectoral en date du 29 novembre 2017. D'ailleurs aussi, c'est l'occasion de rappeler que le Grand Port Maritime de La Rochelle n'a pas attendu que la loi sur l'économie bleue effectivement oblige à une telle participation pour qu'elle soit effective et en place à un très bon niveau. Un point sur la partie des sédiments, là aussi, qui visait un peu les solutions alternatives, pour indiquer qu'effectivement, au Grand Port Maritime de La Rochelle, nous mettons en place une unité de traitement et de valorisation des sédiments pollués à terre pour répondre aux besoins territoriaux de la collectivité, mais également du port. Mais attention, c'est pas, comme ça a été rappelé pour les questions de compétitivité, c'est pas une solution palliative au dragage qui seront de toute façon indispensables. Et d'où la question évoquée tout à l'heure, mais je ne reviens pas, de la notion de sédiments pollués. Sur la Nouvelle-Aquitaine et le rapport du Césaire qui effectivement fait état d'une nécessité de développer encore plus la coopération entre les ports, j'insiste sur la notion de encore plus parce qu'en fait il y a déjà des actions qui existent entre les grands ports maritimes, en particulier de Bordeaux et de La Rochelle, mais également avec les ports décentralisés comme le port de Bayonne ou le port de Tonnet-Charente-Rochefort. Alors l'idée c'est d'aller plus loin, mais je réponds à une remarque un peu générale qui visait à être un peu déçu de l'absence d'immédiateté
des résultats suite à la loi sur l'économie bleue, en faisant en particulier référence aux questions de gouvernance. Pour rejoindre effectivement ce que disait le président de l'Union des ports de France, que déjà il y a une dynamique qui est réelle, un souffle qui reprend, et que attention à ne pas tout ramener à des questions de gouvernance. Encore une fois, c'est bien la dynamique collective globale de l'ensemble des acteurs, et en particulier des entreprises, qui fait qu'il y a une évolution positive, et que la question de la gouvernance n'est effectivement qu'un aspect important, certes, en particulier sur l'efficacité de l'aspect décisionnel, et que sur l'apport que cela peut apporter en matière d'investissement, mais qu'effectivement on ne peut pas tout ramener à ça, voilà, et qu'il faut laisser un peu de temps au temps, en particulier sur les apports effectués par la loi sur l'économie bleue dans ce domaine. Voilà, je pense que j'ai à peu près traité les thématiques qui concernaient le grand port maritime de La Rochelle. Je vous remercie. Monsieur Chalut. Oui, quelques éléments en réponse aux questions soulevées par Yannick Horry tout à l'heure. Donc sur les axes de développement sont identifiés dans notre projet stratégique qui a été voté en avril 2015, dont d'ailleurs le comité d'audit a souligné récemment que nous étions en ligne par rapport aux actions et objectifs qui avaient été identifiés. On est parti sur 3 axes. Un axe de veille et d'animation de nos filières. Derrière nos terminaux, il y a des industries, il y a des entreprises, il y a des emplois qui sont derrière. Donc pour nous, les principales, c'est autour de l'énergétique. Un élément qu'il faut mentionner, c'est que chacune de ces filières a sa propre vie. Et puis derrière l'énergétique, on a un sujet qui aujourd'hui pointe son nez à l'horizon, c'est la question des centrales charbon, et qui aura, j'allais dire, un impact majeur pour les ports. Donc je me permets de solliciter, j'allais dire, une approche d'ensemble qui ne concerne pas que, j'allais dire, les personnels des centrales thermiques. On a, j'allais dire, un impact majeur pour nos ports, pour nos travailleurs portuaires et nos opérateurs de manutention qu'il faut intégrer dans un dispositif de suivi. Donc il y a un accompagnement complet auquel il faut faire attention. Ensuite, chez nous, ce qui est très vivant, c'est l'aéronautique, c'est la construction navale, l'automobile. On retrouve l'agroalimentaire également, et puis également un sujet sur lequel on a des attentes très fortes et des investissements qui ont été réalisés tout récemment autour des énergies marines renouvelables, et en particulier l'éolien offshore. Et sur ça, on ne peut que souhaiter, j'allais dire, avoir un desserrement des contraintes réglementaires pour pouvoir, de manière effective, j'allais dire, installer nos champs au large de nos côtes. Ce sont des espaces qui sont occupés aujourd'hui sur nos ports, qui produisent de l'emploi. D'ailleurs, l'usine J, aujourd'hui, c'est 430 emplois qui sont actifs sur ce site-là, qui correspondent à peu près aux engagements qui avaient été pris par l'industriel à l'époque, qui était une création de 500 emplois. Donc il y a une dynamique autour de ça. On souhaite aller plus loin, et je pense que l'ensemble de nos entreprises sont prêtes là-dessus. Le deuxième axe que nous avons identifié, c'est tout ce qui tourne autour des services et de la compétitivité de notre port. Donc on doit travailler sur nos propres structures de coûts, mais également sur les services qui sont proposés autour d'un port. On a beaucoup évoqué ici, autour du fluvial, autour du ferroviaire, etc. Quand le marché ou les entreprises ne permettent pas de développer ce type d'activité, il faut que le port imagine des modèles pour faire fonctionner ce type de services. Je prends un exemple. Nous allons mettre en place à partir de janvier 2018 un système de barging fluvial entre nos sites de Nantes et de Saint-Nazaire, qu'on a appelé Flexiloire, qui a un accompagnement très fort à la fois du port, mais également des collectivités locales de Nantes et de Saint-Nazaire, et qui permettra, j'allais dire, de décharger des flux routiers sur l'axe qui est aujourd'hui très saturé entre Nantes et Saint-Nazaire. Et troisième axe, il faut aussi partir du principe que nous sommes dans un milieu très sensible, qui est l'estuaire de la Loire. Donc il y a une option de développement durable et de protection des milieux et de l'environnement qu'il faut absolument défendre et soutenir. Et donc sur ces sujets-là, nous avons également des choses très fortes engagées avec les collectivités locales et les associations environnementales avec lesquelles nous avons un dialogue soutenu. Donc les principaux freins, si ensuite je me projette un peu plus, c'est le sujet qui nous inquiète beaucoup, c'est la question de la fiscalité, qui est aujourd'hui, on a parlé de la taxe foncière, mais on a également un sujet avec la publication récente d'un BOFIP, tout récent, autour de l'impôt sur les sociétés, qui, on peut le dire à ce stade, n'est pas d'une précision folle, et qui donc nous nécessitera un travail extrêmement poussé pour arriver à dire comment nous allons être traités en 2018 là-dessus. Donc le modèle économique des ports est chahuté par plusieurs paramètres, l'évolution des trafics énergétiques d'origine fossile par exemple, mais également la fiscalité, mais il y a également d'autres paramètres. Et tout ça nécessite de remouliner l'ensemble de nos dispositions et dispositifs que nous avions prévus. Très bien, je vous remercie. 3 interventions en 3 minutes et on devrait être dans le timing. Donc j'ai M. Lambert, après M. Mazuel et pour terminer, M. Banel.
Monsieur Lambert. Merci Monsieur le Président. J'interviendrai uniquement sur des choses sur lesquelles on est concerné assez indirectement avec le groupement des industries de construction et activités navales. L'article 86 qui a été cité tout à l'heure sur le GNL et qui vient dans la suite d'un certain nombre de dispositions prévues par le gouvernement. Il y avait un schéma national GNL qui avait été publié à la fin de l'année 2016 et au cours du dernier CIMER, une nouvelle disposition prévue sur le GNL. Donc nous, on s'inscrit dans une logique de coopération à la fois avec la tutelle du ministère des Transports, mais également dans une démarche interministérielle et proactive avec le comité France Maritime pour travailler avec l'Union des ports de France et tout acteur utile sur ce sujet. On sera aussi impliqué sur cette question de la domanialité qui concerne quand les chantiers ne sont pas propriétaires de leur domaine, qui concerne évidemment notre activité. Et simplement saluer le travail qui est fait aujourd'hui en bonne intelligence avec les différentes fédérations, parce que je crois collectivement on peut le dire, cette loi a été un moyen de rapprocher les différentes fédérations du maritime, qui le sont déjà dans le cadre du cluster maritime français, et qui nous permet aujourd'hui encore, et la réunion d'aujourd'hui en est la preuve, de trouver des synergies utiles pour développer ce qui a été évoqué par les différents invités, c'est-à-dire l'économie maritime du pays. Je vous remercie. Donc, Monsieur Mazuel. Merci. Je voudrais revenir sur l'article 85 pour vous sensibiliser à l'obligation de sortie des sédiments de l'eau lorsqu'ils seront considérés comme pollués. La détermination du niveau de pollution va faire l'objet d'un décret, c'est-à-dire de la création d'un seuil. Il faudra être très vigilant lors de la détermination de ces seuils afin d'éviter d'une part d'avoir à sortir des quantités colossales de l'eau et deuxièmement, je souhaite dire qu'il faudra peut-être mettre en place un peu de flexibilité car la composition de ces matériaux est différente d'un port à l'autre, c'est-à-dire d'une rivière à l'autre. Nous étions récemment au port de la Réunion qui nous explique que la rivière des Galets descend naturellement des métaux lourds, des matériaux qui sont considérés comme pollués et qui sont naturellement sur place. Voilà. Ensuite, toujours sur le dragage, j'attire votre attention, comme l'a fait M. Moncani-Saint-Aignan, sur la redevance d'archéologie préventive dont nous souhaitons, pour le moins pour les ports, qu'en soit exclu le dragage et le clapage, c'est-à-dire le fait de replonger dans l'eau les sédiments de dragage une fois qu'ils en sont exclus, car les conséquences économiques risquent d'être très lourdes pour nos ports. En ce qui concerne l'article 86, j'ai l'impression, comme M. Lambert, qu'une filière est en train de se mettre en place, que la commande de navires au GNL le prouve. Il y a en France 3 grands ports maritimes disposent de terminaux méthaniers. Des dispositifs de soudage par mer ou par route se mettent en place et il y a même des propositions de formation au soudage qui nous ont été faites récemment et qui prouvent qu'une filière se met en place. Donc je suis assez optimiste sur ce point. Un autre point qui n'a pas été discuté dans la loi Leroy et qui bénéficie directement à l'attractivité des ports, c'est l'autoliquidation de la TVA. On a bien dit qu'il était très important pour l'attractivité des ports d'avoir des infrastructures d'interland performantes. Il faut aussi avoir une attractivité administrative. Et l'autoliquidation de la TVA a permis à des milliers d'entreprises qui passaient auparavant par les ports du Nord de revenir dans les ports français. Et cette disposition fait partie des reconquêtes de parts de marché, certainement du port du Havre et de celui de Dunkerque. Un dernier point concernant la fiscalité. La décision ou la manière de procéder de la Commission européenne qui s'est intéressée à la situation de fiscalisation de 2 États membres que sont la Belgique et la France n'est pas la bonne manière de procéder parce qu'en condamnant ces 2 pays à fiscaliser leurs ports, et si l'on prend le cas du port de Marseille, qui va, à partir de 2018, être fiscalisé à l'impôt sur les sociétés, la Commission crée sa propre distorsion de concurrence par rapport aux 2 concurrents naturels de Marseille, que sont Gênes et Barcelone, et qui vont bénéficier de conditions fiscales bien plus intéressantes. Merci. Oui, ma collègue Sophie Oconi voudrait vous poser une question.
Oui, j'ai bien noté que vous nous sensibilisiez à l'idée du décret qui pourrait poser quelques problèmes par rapport au dragage. La question est, ne devrait-on pas réfléchir plutôt à un arrêté par zone portuaire? Est-ce que ça ne serait pas la solution plutôt qu'un décret global? Mais vous avez prévu... Oui, ce décret pourra effectivement définir, prendre en compte ce qu'on appelle le bruit de fond. Mais effectivement, on en est encore très en amont sur ces sujets-là. Effectivement, la loi dit bien que les sédiments pollués ne devront plus être rejetés en mer, clapés, à partir de 2025. La grande question, c'est ça veut dire quoi, un sédiment pollué? C'est tout le sens du décret. Et donc, on est en train de travailler de façon très fine en visant, comme ça a été indiqué tout à l'heure, à préserver le milieu maritime de plus en plus. Et Dieu sait que dès à présent, les grands ports maritimes ont fait des évolutions dans la technologie de dragage très importantes. Et puis, chaque lieu où est autorisé le clapage fait l'objet de multiples analyses et suivis. Et puis, côté terre, que ça puisse être recyclé comme ça a été indiqué. Je vais donner la parole à M. Banel, qui l'avait demandé. Oui, merci, Monsieur le Président. Tout d'abord, je souhaite m'associer effectivement à ce qui a été dit sur la loi Leroy. C'était une loi fondatrice et je crois que nous sommes tous ici donc, pour reconnaître le travail qui a été fait dans ce cadre. Je souhaiterais apporter quelques éléments en réponse aux questions qui ont été soulevées donc, suite au comité interministériel de la mer qui s'est tenu sous la présidence du Premier ministre il y a quelques semaines. Quelques éléments en réponse notamment sur les ports. Alors, il a été évoqué la situation des ports d'outre-mer. Je souhaiterais là-dessus insister sur le fait que les ports d'outre-mer ont fait l'objet d'une discussion et de décisions très précises donc, en matière de développement. On y a parlé du développement de la croisière, on y a parlé de l'expérimentation d'une zone de duty free, de la création en effet, ou plutôt de l'extension de ce qui a été fait à La Réunion, donc et ça a été noté par Lorraine Nyamba, donc pour créer aux Antilles donc une zone de transbordement. Et enfin, donc nous avons aussi donc eu des décisions sur la domanialité publique portuaire de façon à mettre en adéquation donc les durées de concession donc d'autorisation d'occupation temporaire donc avec les nécessités donc de la sécurisation des investissements. Donc un gros volet portuaire donc outre-mer. Sur les autres questions qui ont été posées, donc nous avons évoqué la transition vers le GNL. Donc il y a un volet important dans le CIMER sur cette transition vers le gaz naturel liquéfié et notamment avec l'utilisation d'outils fiscaux. Nous avons donc souhaité étudier à la fois donc la modernisation de l'article 39, c'est sur la durée d'amortissement et sur l'extension du périmètre donc avec la question du premier arrêt technique. Donc ces mesures doivent permettre donc le financement de la transition énergétique. En tout cas, c'est dans cette optique que nous les développons. Sur donc les questions des missions, il a beaucoup été évoqué les questions de gouvernance depuis donc, le début de cette séance. Le gouvernement a souhaité donc, passer par des missions qui, pour certaines, sont déjà lancées ou qui vont être lancées, à la fois sur l'axe Seine, sur l'axe Rhône-Méditerranée. Ces deux missions font l'objet de lettres qui ont été signées. Donc, une mission sur l'axe Nord, donc ça a été dit, une mission sur le modèle économique et également donc, une mission de concertation sur l'implication des régions. Ça a été noté et cette mission se fera aussi donc, en concertation étroite avec les partenaires sociaux et les collectivités concernées. Donc c'est sur l'ensemble de ces mesures donc, que le CIMER a eu à se prononcer. Je dirais un dernier mot sur le Brexit. C'est une dimension qui a été fortement également prise en compte à travers à la fois les ports, le transport maritime et la pêche. Et sur la question dans sa globalité, c'est-à-dire on a parlé de sujets très spécifiques, notamment sur les jeux embarqués. D'ailleurs, donc il faudrait dire plutôt donc les machines à sous que les casinos. Mais cette dimension-là, donc vous l'avez vu, donc va passer dans une deuxième phase puisque désormais donc la première étape de la négociation est faite et nous rentrons désormais dans la négociation sur chacun des sujets et nous comptons associer dans le cadre du Comité France Maritime donc tous les acteurs à cette négociation. En conclusion, ce CIMER donc est fondé sur des principes de méthode et dans ces principes de méthode donc il y a donc l'association de l'ensemble des partenaires, l'association des régions et l'association des acteurs professionnels.
Je ferai donc une ouverture finale sur le Comité France Maritime. Le Comité France Maritime, c'est précisément donc l'application de cette méthode, la volonté du gouvernement d'associer les acteurs le plus en amont possible dans la prise de décision. Et quelque part, c'est prendre acte de ce qui avait été fait donc, dans le cadre de la loi Leroy. Merci. Je vous remercie. Comme nous avons respecté le temps, je peux donner la parole à monsieur Hervé Brûlé, qui sera donc le dernier intervenant, et Sophie Panonacle, qui dira le mot de la fin. Je vous remercie. Merci, Monsieur le Président. Hervé Brûlé, adjoint du directeur des Affaires maritimes. Mon intervention sera légèrement raccourcie puisque Éric Banel a abordé un certain nombre d'éléments sur lesquels je voulais revenir. Donc simplement pour indiquer que la question des machines à sous à bord des navires a bien été identifiée. Donc on sera amené à proposer ce réglage législatif. Souligner la question de l'accueil des marins, comme ça a été dit, et ça a été précisé pour le port de La Rochelle, avec les ports qui ont fait en sorte d'être au rendez-vous de la loi, c'est-à-dire du 1er janvier 2018, pour financer ce service qui est important pour les marins. Mais je voulais surtout donc parler du GNL, et qui est assez emblématique des transitions auxquelles le transport maritime est confronté. Ces transitions sont importantes. Hier, donc, Jimmy Pain l'a dit, il y a une déclaration de 34 pays où la France a pris une part très très active pour rallier ces pays à des positions ambitieuses en termes de réduction du changement climatique. Ça se poursuivra et même ça se déroulera à l'Organisation maritime internationale, qui est le lieu de ces discussions, de ces négociations, et où la France, là aussi, est très active avec quelques partenaires pour définir un niveau d'ambition élevé. Mais cette question du GNL, je crois, elle est emblématique aussi de l'accompagnement que le gouvernement veut faire avec les filières. D'ailleurs, le GNL est au moins aussi important en termes de qualité de l'air qu'en termes de réduction des gaz à effet de serre. C'est un point qui n'a pas été évoqué, mais la question de la réduction des pollutions atmosphériques est un point important pour nos concitoyens. Et donc cet accompagnement, qui est la feuille de route que nous a tracé le Premier ministre et le ministre Nicolas Hulot, c'est bien ce que nous avons l'intention de faire à travers différentes instances. La signature par la BEI, elle ne vient pas non plus de n'importe où. On a saisi cette proposition de la BEI il y a déjà plusieurs mois, et maintenant les acteurs économiques utilisent cet outil, et je pense que c'est très très important et très intéressant. Éric Banel a cité la réflexion fiscale, donc je n'y reviens pas. J'insiste sur un dernier point qui n'a pas été cité, qui est la filière construction navale, et nous souhaitons aussi accompagner la filière construction navale, redynamiser la réflexion qui a lieu au sein d'un comité qu'on appelle le CORICAN, et qui permet d'accompagner la filière navale dans ces transitions, et donc c'est un travail important qui s'engage avec cette filière. Je vous remercie. Sophie Panonacle. Eh bien, écoutez, je vous remercie sincèrement pour ces échanges qui ont été nombreux, qui vont venir compléter notre rapport. Donc, pour vous informer que ce rapport sera présenté le 20 décembre prochain, donc la semaine prochaine, jeudi à 10h. Bien sûr, nous ne manquerons... Alors, ce n'est pas public, je ne dis pas de bêtises. Bien sûr, par contre, nous ne manquerons pas de le mettre à votre disposition si cela vous intéresse. Comme vous l'avez mentionné, la loi Arnaud Leroy a été une première étape, mais je pense que nous n'allons pas en rester là. Donc, sans doute aurons-nous l'occasion de nous retrouver très prochainement pour poursuivre et continuer à parler d'économie maritime et faire évoluer cette loi. Donc, à très bientôt, et je vous remercie encore une fois d'avoir participé à cette table ronde. Très bien, écoutez, je vous remercie, moi, de mon côté, d'avoir respecté les temps de parole, d'avoir aussi joué le jeu des questions-échanges. Donc, ça a permis d'avoir une qualité de débat. Élu de l'Aude, je suis quand même assez inquiet parce que je n'ai pas trop entendu parler des ports de la Méditerranée. Mais à part un monsieur qui a cité Marseille une fois, sinon... a priori, il ne se passe pas grand-chose dans la Méditerranée. Pourtant, dans ma circonscription, il y a Port-la-Nouvelle. Mais j'y reviendrai une autre fois. Je vous donne l'information que notre prochaine réunion de la commission se déroulera le mardi 19 décembre à 9h15, où nous aurons la loi sur la lecture définitive du projet de loi sur les hydrocarbures, un sujet aussi très important. Je vous remercie encore une fois. Bonne soirée, au revoir.